RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Super de belle journée. Week-end de Grand Prix qui s'en vient en plus. Un peu de pluie, par contre, avec les journées à venir. On verra, peut-être que la météo va changer. Déjà, pour celle de vendredi, on a une amélioration, donc tant mieux. On verra pour le week-end. Regarde, mon sujet d'aujourd'hui, on est dans Radio Pirate Prime et on vient d'ouvrir la switch pour la gang du live, là. Mais on est dans Radio Pirate Prime, carrément en plein milieu. On aura, dans les prochaines minutes, comme on disait un peu plus tôt, on aura Maxime Bernier, on aura également Joe Hamel qui va être live en studio avec nous pour boursicoter avec Jerry, puis Joe va faire son bout également avec lui, de lui-même, en fait. Mais le sujet que je veux vous jaser, c'est que je sais qu'on passe pour des débiles de toujours reparler de ça, mais j'ai vraiment un grand malaise avec ce qui se passe cette semaine, avec l'histoire de Fauci. Je m'explique. Pour moi, c'était pas une nouvelle parce que déjà, on avait réussi à y faire dire au mois de janvier 2024 que la distanciation de 2 mètres était une règle inventée et jamais basée sur la science. OK? Donc, si vous ressortez les podcasts du mois de janvier 2024, donc il y a quelques mois, il y a 5 mois, 6 mois, je vous en parle déjà de ça. Mais on a eu la confirmation de cette nouvelle-là parce que là, il y avait un genre de comité où les différents partis politiques questionnaient Fauci sur toutes les histoires de COVID. Et il y a des histoires là-dedans qui... tu sais, le New York Times est en train de se poser la question là. C'est drôle que Maxime Bernier va être avec nous dans les prochaines minutes parce que Maxime Bernier a passé pour un conspirationniste, il a passé pour quelqu'un de weird pendant la COVID. Et tous ces gens-là sont en train de gagner leur pari. OK? Et ce qu'on apprend, c'est que dans le New York Times, ce qu'ils nous disent, c'est « Ouais, U1, le lab, on pense que c'était vraiment là. » Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a le 2 mètres. Ensuite, on pose des questions sur les jeunes à l'école. Le fait d'empêcher les jeunes de se voir, d'arrêter leur sport. Puis on s'entend qu'on est aux États-Unis, on n'est pas au Québec, là. Il y a des États où ça a été plus grave que d'autres. Il y a des États que ça n'avait rien à voir avec ce que nous, on a vécu. Même que nous, c'était nous autres les plus extrêmes dans les mesures. Nous, on accumulait les mesures de partout. On prenait les pires mesures des États américains les plus sautés. On mélangeait ça avec les lois européennes, dont la France. Et nous autres, on ramassait tout, là. Mais ce qu'on se rend compte, puis qu'on le sait depuis longtemps, mais ce que là, maintenant, on a vraiment des confirmations qui sont écrites dans des rapports qui vont sortir suite à ces commissions-là, c'est que tout ce qu'on a vécu était basé sur n'importe quoi. Il n'y avait aucune science derrière rien. Donc, on peut comprendre les gens de dire « Ah, sont encore sur la COVID, eux autres. » Ben, c'est sûr. Parce qu'il y a des gens qui... Tout le monde a été tolérant au début. Je pense que tout le monde a été correct. Et puis, si ça ne fait pas ce sujet-là, si vous ne voulez pas l'entendre, il y a plein d'autres podcasts, puis on reviendrait dans 15 minutes, on va faire autre chose. OK? Mais pour moi, c'est une histoire d'intégrité. C'est une histoire de se souvenir à jamais de ce qui est arrivé collectivement, comment les gens ont pu tomber à écouter un genre c'est quelqu'un qui nous a carrément enlevé une partie de notre vie. Donc, c'est un petit groupe d'individus qui nous a carrément incarcérés dans nos propres maisons, là. C'est exactement la sentence des violeurs. Mmh. Les violeurs sont incarcérés chez eux, là.
Ils peuvent aller chez Jean Coutu là, à 1h, C'est ça. mais à 7 h le soir, il faudrait qu'ils soient à la maison. On était carrément de même. Là. Et je peux comprendre que les gens ne veulent plus qu'on en parle. Mais moi, je peux vous dire une affaire. Jusqu'à ma mort, je vais vous en parler. Parce que de ce que j'ai vécu de grave, je ne l'ai pas vécu, moi, la Deuxième Guerre mondiale. Je n'ai pas vécu même la guerre du Vietnam. On a vécu le 11 septembre, on a vécu un paquet d'affaires troublantes. Mais celle-là, là, ça avait duré 2 semaines, on vous en parlerait pas. Mais ça a duré 2 ans et demi, là, où les gens devaient, pour saluer un parent mourant, devaient se rencontrer à moins 5 degrés dans un stationnement d'une maison pour personnes âgées, là, avec la mourante sur un lit. Oui, une cancéreuse, elle est morte dehors, je pense. Dans le stationnement, là. Je pense qu'elle est morte dehors. Si vous me dites qu'il ne faut plus parler de ça, vous êtes des hosties de sans cœur, mais je vous comprends. Parce que vous avez été du côté des envahisseurs. Vous avez été du côté des gens qui vous ont enlevé une partie de votre vie. Vous étiez des collabos. OK, je comprends ça. Mais nous autres, on n'est pas de même. Nous autres, on n'est pas de même parce qu'on a un devoir de se rappeler ce qui s'est passé pour plus que jamais ça se repasse. Et surtout, les droits que le gouvernement a qu'on ne pensait pas qu'il avait, ça nous a viré à l'envers, là. On pensait qu'on était protégés. On pensait qu'on avait une liberté de choix. C'est ce qu'on nous raconte en ce moment, parce qu'on essaie de rebrasser l'histoire de l'avortement pour essayer de freiner la popularité de Poilièvre. Donc, on ressort les mêmes affaires, les mêmes épouvantails. On est encore une fois sur l'histoire. C'est toujours la gauche qui amène la patente d'avortement. Ça, c'est très bizarre. Ouais, mais il y a un député il a le droit de dire ce qu'il veut dire, le député. Il représente des Canadiens, lui aussi. Il représente du monde qui pense la même chose. Ça ne veut pas dire que le droit de l'avortement, mais ça fait leur affaire. Et là, tout bonnement, c'est mon corps, mon choix. Mais Chris, ils ne s'en rendent pas compte. Que 2 ans avant, on était à la même place et que ces gens-là étaient, s'il ne prend pas à piqûre puis qu'il est malade, il rentre à l'hôpital puis on le fait passer en dernier. C'est ça qu'il nous disait. On a un devoir de se rappeler ça, là. Mais aujourd'hui, là, il y a de grands questionnements aux États-Unis. Je sais que le juge Wagner trouve que les Américains, eux autres, ça débat. Alors qu'ici, le juge nous dit de la Cour supérieure, il nous dit, ici, là, on devrait quasiment enlever les réseaux sociaux pour pas que les gens donnent leur opinion. Puis il faudrait se fier qu'à une chose pour savoir la vérité. Ce sont les médias traditionnels. Pour moi qui le dit, c'est lui qui le dit. Il le dit à la madame... La madame, là, qui est la madame triste à Radio-Canada. Oui. 24 heures en 60 minutes. Oui. Anne-Marie Dussault. Elle est triste. Oui, elle est triste. Ah, ses yeux de même, là. Elle est triste. Il le dit. Le juge, imaginez-vous. Ah, il dit, on est chanceux, on n'est pas les États-Unis d'Amérique. Ici, on a une société bien équilibrée. Mais il faut faire attention, c'est fragile. Il faut que les gens se fient aux médias traditionnels. Il faut qu'ils arrêtent d'aller s'informer sur les médias sociaux parce que ça, c'est dangereux. Et c'est tout l'inverse qui est arrivé pendant la COVID. Les médias sociaux nous ont tenus au courant de ce qui se passait partout dans le monde, alors que les médias traditionnels étaient payés par le gouvernement pour mentir sur des choses non scientifiques qui nous étaient imposées. OK? Une chance qu'on a eu le web. Et aujourd'hui, les médias traditionnels américains se joignent aux gens du web. On est en train de se rendre compte que finalement, Fauci, qui a été payé avec ses amis 700 quelques millions de dollars en royauté pour les vaccins. Parce qu'eux autres, il y avait des patentes, il y avait des comment ça appelle ça, là, en français, les brevets. Certains brevets ont été utilisés pour faire les vaccins qui arrivaient de cette gang-là. Et ces gens-là, alors qu'on ne l'a pas dit, il y a quelqu'un qui l'a découvert, qui a près de 800 millions de dollars qui a été versé à ces gens-là par les compagnies pharmaceutiques. Ça également disponible maintenant dans les médias traditionnels. Alors que ça ne l'était pas les premières fois que ces nouvelles-là ont sorti. C'était dans des médias non traditionnels. Et là, ça devient comme légitime quand c'est les médias traditionnels. My God.
Mais non, ils sont toujours derniers, sa nouvelle, ces calices-là. Et là, ben, cette semaine, plusieurs, un peu partout, sont, même le New York Times, là, ils se disent, ouais, finalement, ce qu'on nous a fait subir pendant la COVID, puis c'est rien par rapport au Québec en passant, c'était pas basé sur rien. C'était pas basé C'est sur... épouvantable. Mais, OK. Donnons ça. Aux États-Unis, il y a une commission, ça débat. Il y a des gens qui questionnent Fauci. Fauci a l'air un peu de teuton. Fauci raconte n'importe quoi. Fauci oublie ce qu'il a dit. On l'a, le vidéo où Fauci dit aux gens, allez vous faire vacciner, vous ne pognerez pas la COVID, vous ne pourrez pas la transmettre et ça va l'arrêter. Et là, il est questionné. Est-ce que les vaccins... Ouais, mais c'est parce qu'on ne savait pas qu'il n'allait pas durer longtemps de même, qu'il allait juste être bon une couple de semaines. OK, donc finalement, vous ne saviez rien. Mais mon point d'aujourd'hui, parce que moi, je ne passerai jamais par-dessus ça. OK? Moi, ce que mes filles ont subi dans les meilleures années de leur vie, je vais l'avoir sur le cœur jusqu'à la fin de mes jours. Parce que moi, ce que je me rappelle, c'est que ma jeunesse, la personne que je suis s'est formée en secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5, première année de cégep, peut-être la deuxième. C'est là où la personne que je suis devenue s'est formée. Nos enfants ne faisaient plus de sport d'équipe, ne voyaient plus leur chum, n'étaient pas à l'école, faisaient de l'école à distance, ne pouvaient voir leurs amis, n'avaient pas de bal étudiant, il n'y avait pas de rencontre, rien. Ils faisaient tout via leur crise de téléphone. Vous avez brisé des jeunes. Mes tabarnak. Dont mes enfants. N'allez jamais me dire devant moi, si vous voulez me l'écrire, écrivez-moi-les avec un nom inventé. I don't fucking care. Mais n'allez jamais me dire devant moi qu'on devrait passer à autre chose. Gang de losers. Non, mais ma question d'aujourd'hui, on est rendu à mercredi. Ça a commencé en fin de semaine, la semaine passée. Comment se fait-il qu'il n'y a aucun média québécois qui est là-dessus? C'était pas le vôtre, ça, Fauci? C'est pas quelqu'un que vous avez cité régulièrement, Fauci, surtout quand il tenait tête à Trump au début, quand c'était Trump qui était là? Fauci, c'était pas le vôtre, ça? Eh bien, moi, je pense que c'était pas mal le vôtre, ça. C'est une référence, en tout cas. Les amis, trouvez-moi des commentaires. Il manque-tu de commentateurs dans les médias québécois? Il y en a combien à la presse? Je pense qu'il y a plus de commentateurs à la presse, ou des hosties woke gauchistes, qu'il y a de journalistes en tant que tels. Avec des hosties de commentateurs. Tout du monde qui ont peur de « Il va faire 1 degré de plus dans 100 ans. » Ben, il y a peur d'1 degré de plus en moyenne sur 100 ans. Faut-tu avoir affaire à une gang de feluettes? Ouais. Ça parle de sa longueur de journée. Chris, le vrai sujet, c'est lui cette semaine. Fauci s'est fait mettre en boîte. Le gars répond n'importe quoi pour essayer de s'en sauver. Il y a du monde qui demande à ce que Fauci se ramasse en prison. Parce qu'il y a des endroits que des gens sont responsables. Si tu peux te faire mettre en prison pour avoir donné 100 000 $ à une pute qui voulait faire un peu de marde pendant une campagne électorale, puis que ton équipe d'avocats lui donne 100 000 pour y fermer la gueule, et que ça vient te repéter d'en face, comme par hasard. 8 ans plus tard, drôle de timing. C'est juste un drôle de timing. Ça n'a rien à voir avec les élections de novembre. Absolument rien à voir. Non, ça c'est juste une question de loi. Bill Clinton, quand il nous a dit qu'il n'y a pas eu de sexe avec Monica Lewinsky, puis il l'a dit. Là. Il l'a dit. Il a menti. Là. Il a menti devant tous les Américains. Là. Il était, comment est-ce qu'on appelle ça? Il était, quand en recall. Il a menti, ce gars-là. Là. Ouais, mais il n'y a pas eu pénétration. Ensuite, Paula Jones, c'était gros, ça, là. Paula Jones, il l'a payé, là. Je
pense que c'est 800 000 $ au total que payé pour le silence de Paula Jones, sa maîtresse. Là. Et les Clinton sont toujours debout. Là. Ben oui. Il n'y a pas de procès avec les Clinton. Là. Ouais, mais c'était pas du hush money. Ben non, c'est un calice. Pas du hush money. Je comprends peut-être qu'on est dans le deuxième mandat et il n'y a pas d'élection à venir pour lui. Mais quand même, on est en train d'acheter le silence pour que la confiance des Américains demeure envers le président sortant. Come on. Donc, si c'est grave pour Trump, imaginez-vous quand quelqu'un vous dit « Vous allez faire la file. » Hey, on a fait la file à moins 30 $ pour entrer dans un fucking Super C. Là. Les gens allaient s'acheter, parce que les gens voulaient oublier, les gens allaient s'acheter de la boisson à la SAQ de dépôt, puis ça faisait la file jusque dans le bois, oui. à côté de l'usine d'épuration des eaux. Là. Oui, je m'en souviens de ça. Tout ça à cause d'une gang de clowns qui écoutaient CNN la nuit et qui écoutaient Fauci. C'est lui qui l'a dit, pas moi. Le premier ministre l'a dit. Je me lève la nuit pour écouter CNN pour voir ce qui se passe. Je veux écouter ce qui se passe. Il écoutait Fauci et la Madame Blonde. Là. Qui, elle aussi, finalement, a été interrogée récemment dans un podcast. Elle a dit « Non, ouais, mais non, j'ai jamais dit que les vaccins étaient bons tant que ça. Là. On le savait qu'ils n'allaient pas être si bons que ça. » Alors que là, on fait entendre des patentes à TV qu'elle dit dans des conférences nationales tout à fait le contraire. Vive le cloud. Vive le cloud computing, comme dirait Reg. Mais comment se fait-il? Hey, t'as peu, là. J'ai tombé par hasard. Je vais jamais dans les sites de nouvelles. OK, je vais jamais dans les sites de nouvelles. Dites-moi pas que vous manquez de place, là. Parce que de la cochonnerie, là, comme nouvelle, il y en a en joie le vert. Il y a combien de feux de forêt? Il n'y a pas de fucking feux de forêt en ce moment. Ferme ta gueule. La Terre se réchauffe. Ouais, va demander ça à des pirates de l'Alberta, voir si la Terre se réchauffe. Ils ont eu un hiver de marde. Ils sont gelés, il faisait moins 40. Et là, ils ont un printemps de marde depuis 1 mois et demi et il n'y a pas un crise de feu. OK? Oh, mais là, semaine importante pour les feux. Non. Vous allez me dire que dans le site de la presse, dans le site du Journal de Québec, de Montréal, dans le site de Radio-Canada, il n'y a pas une place pour parler de ce qui se passe aux États avec Fauci et compagnie? Oh non, on aime mieux parler du nouveau jeu de comment il s'appelle? Là, je ne connais pas, lui, là, le gars qui était ici à Québec. Il y a une affaire de jeu, là. L'appui à Denis Coderre se dégonfle. Des chenilles envahissent l'Abitibi. Louis Garneau dénonce un climat toxique dans son entreprise. We don't fucking care. Macron loue l'esprit de sacrifice à Normandie. OK, ça c'est correct. Guy Laliberté condamné à une amende de 25 000 $ parce qu'il y a un conteneur complet de potes. Le gars, il est gelé à longueur de journée. Il fait cuire des popsicles sur son barbecue. Oui, c'est ça. OK. Vous avez de la place pour Normand Lester. Vous avez de la place pour Elsie Lefebvre. On peut se passer de Elsie Lefebvre parce que quand tu payes sa sonnette, c'est bizarre. Bon, après quoi d'autre à part ça? Bon, face-à-face mortel. OK, bon. Place subventionnée en CPE. Le gouvernement ferme la construction de CPE. Tiens. Oh, vous avez encore un autre commentaire de José Legault. Quand Pierre Poilievre fait parler les morts. Ben oui, un texte contre Poilievre. Ben oui, c'est urgent, ça. Hein? C'est important. Richard Martineau. Richard Martineau, le virevent. Maria Mourani. Et la F1. Et la F1 est là-dessus depuis une semaine. Oui. Les putes. Les putes. Ah, là, c'est des offres ukrainiennes. C'est des putes ukrainiennes qu'on va avoir au Grand Prix. OK. Oh, ouais. Ce n'est que ça, là. Vous n'avez pas de place pour parler de ça? On le sait pourquoi. Ben, c'est certain. On le sait pourquoi vous le faites pas. C'est des oublis volontaires. Les oublis volontaires. Ah, vous êtes des salauds. Mais non, les médias. Après ça, le juge dit il faut s'informer que ces colisses-là, c'est les pires salauds, ça boule. Les médias québécois. Après ça, vous demandez pourquoi le PQ et la CAQ sont toujours en tête des sondages. Les Québécois sont informés par une gang de croches.
Il n'y a pas plus bandit que les médias du Québec. Font semblant qu'il n'arrive rien aux États. Hein? Peux-tu vous dire une affaire? Si Fauci était arrivé sur le comité puis il avait déposé les études scientifiques pour les masques, le 2 mètres, pour les patentes, les ci, les ça, puis il avait mis d'un dent des républicains, peux-tu dire qu'on aurait 15 reportages à date plus un paquet de commentaires sur la prestation de Fauci devant le Congrès? C'est sûr. Ça en dit long, hein? Mais Fauci, es-tu encore conseiller médical en chef du président des États-Unis? Je sais pas. Non, il n'est plus. Il l'est plus, gadon. Mais nous autres, ici au Canada, c'est qui l'administratrice en chef de la santé publique du Canada? C'est la qui? bonne femme Tam. Elle est encore là! Elle est encore là, puis elle se promène, puis elle Tam parle... est encore là! Ouais, mais la semaine passée, elle a fait un pitch. Chris Je sais est pas encore trop là, où. Jeff est là, la bonne femme! C'est une madame? Ah, c'est une bonne femme. Bonne femme, bonhomme, je sais pas, là. Mais La madame. la madame est-elle à l'autre bout du monde la semaine passée, puis Elle est encore là? elle a averti le monde. La Matam. Le prochain virus s'en vient. OK, oui. Elle l'a dit Oh. dans une conférence. Le prochain virus, il est à nos portes, Ouais. là. Duclos aussi. Ça avait s'en dit vient, là. C'est incroyable. C'est incroyable. Là. Beaucoup de stock à venir. Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate. Pirater, c'est légal. No commercials, no limits. Radio Pirate. Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Il est en studio avec nous autres, c'est le fun de le voir. On a chum Joamel, que le conteur a appelé le Jean Haroldi de Radio Pirate. Ah, mon Dieu. Donc, toujours bien habillé, Ça veut Jo, dire c'est vrai. qu'éventuellement, ma blonde va partir que le voisin, c'est ça? Ouais, ça, c'est une histoire. Hein? T'as craqué, pas pire, ça. Ouais, quoi de neuf? Depuis que t'es arrivé, il y a les taux qui ont... Il y a comme ça, c'est une histoire que j'ai... Tu sais, c'est 0,25, là, je veux dire, les gens pensaient pas que là, du jour au lendemain, ça va revenir au taux de 2 mais il y a comme une attente. Tu sais, avant, les gens se colissaient bien de l'annonce de la Banque du Canada, peu importe d'un bord ou de l'autre. C'est la première fois de l'histoire que je vois que les gens sont quasiment à watcher comme un match de la Coupe Stanley. Mais malheureusement, donc, pour eux autres, ça, c'est un petit point 25. C'est une première, donc on s'en va peut-être vers quelque chose de mieux. Mais même le dollar canadien ne semble pas réagir tant que ça. C'est pour vous montrer comment on est insignifiant dans toute la patente. Ouais, c'est ça, je disais quand je m'en venais. J'écoutais un Bloomberg dans mon auto, puis je me disais, je ne checkerai pas mon téléphone en conduisant. Ils vont le dire, tu sais, parce que c'était à 9h45, je pense. Oui. Fait qu'ils vont l'annoncer. Ben là, il y avait comme une entrevue de quelqu'un, nowhere, puis puis après ça, ils reviennent de la pause, tu sais, je sais pas trop. Ils n'ont même pas parlé, il n'y a pas de notification sur le cell. Fait que tu vois, c'est une économie de second plan. Tu sais, puis même le dollar, en tout cas, jusqu'à maintenant, ce que tu me disais, Jerry, c'est que ça fluctue un peu vers le bas, mais pas c'est pas assez. Tu sais, tu vois que même là ce dollar-là est un dollar insignifiant. Puis c'est ça qui est probablement le plus triste de la patente. Ouais. Là, tu vois, ça a monté quand même. Le dollar US, il baisse quand même un petit peu, là, mais c'est sûr que, comment je te dirais, le marché l'anticipait. Je pense que c'était 85% de chance de baisse. Fait que non, ça a il été n'y a pas de surprise. Il a été un petit peu pricé. Moi, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il aurait dû maintenir les taux encore plus longtemps parce qu'ils ont monté trop longtemps. Trop tôt, excuse. Ils ont entendu trop tard. Oui, trop tard. Je suis complètement à l'envers. Ils ont entendu trop tard avant de les lever. Il y a eu un écart complet. Il y a eu un écart quand même significatif entre l'inflation et le taux effectif d'intérêt pendant plusieurs mois au Canada. Là. Même chose aux États-Unis. J'ai hâte de voir ce que la Fed va faire. Là. Il parle de quoi? Là? Il parle de 0,25 en novembre. Ça a avancé. C'était décembre. Là, c'est rendu novembre. J'ai hâte de voir comment ça va tourner. Mais tu sais, c'est ça, 0,25. Tu sais, si toute l'économie tient à 0,25 sur 5 de taux d'intérêt, mets tes clés dans la porte tout de suite. Non, c'est fini, ça. là. Exact. Mais on n'est pas sûr que l'histoire de l'inflation, c'est réglé. Là. Tu sais, aux États, il y a des affaires qui brassent. Là. On voit que l'inflation est encore là un peu. En même temps, il y a des chiffres contradictoires qui ont sorti cette semaine sur l'économie. On est comme dans un genre de no man's land. On ne sait pas trop vers quoi on s'en va pour, mettons, les 12 prochains mois. Donc, je ne sais pas, comme tu disais, il y a une patente prématurée là-dedans.
J'ose croire que c'est pas politique, mais je pense que ça l'est un peu. On me dit que c'est détaché du politique, mais est-ce que ça l'est vraiment? Même si c'est un gars qui a été nommé, je pense. C'est un gars qui a été nommé par Harper? Non, c'est un gars qui a été nommé par les libéraux. L'autre, c'est vrai, c'était t'as raison. David Dodge, je pense. Donc, tu sais, je sais pas. Parce que dans les chiffres, on sent qu'effectivement, il y a. C'est niaiseux, là, mais je voyais Chocolat Favori. Il s'est dit, bon, mais là, vendre un cornet 3 pouces à 9 $, on peut pas. Donc, on ne montre pas les prix cette année. Beaucoup le font. Mais dans la vie de tous les jours, je sens pas que je sens pas que l'inflation a disparu. Est-ce que c'est un plateau, puis que c'est juste les nouveaux chiffres, la nouvelle réalité d'aujourd'hui qui fait qu'on a l'impression que c'est vraiment cher, mais que dans les faits, il n'y a pas d'augmentation depuis quelques mois? Ça, je peux pas le dire. J'ai pas assez de mémoire pour tout apprendre les chiffres par cœur, là, de tous les prix qu'on voit. Mais je sens pas que c'est fini, l'inflation. Moi, je suis un peu comme tu disais il y a peut-être un an, même on le disait il y a 6 mois. J'ai l'impression que l'inflation à 3,5, on va encore avoir ça. Puis c'est qu'on est dans une descente de taux. Je sais pas ce que ça va faire, mais je trouve que c'est vite un peu. Ça, puis tu sais, tous les chiffres d'emploi, les chiffres d'emploi sont relativement bons. Tu sais, dans le fond, il y a encore de l'embauche. Il y a pas de ralentissement général de l'économie. Là. Fait que là, qui front-run un peu la trade en disant, parce que c'est ça leur discours, on veut anticiper la baisse de l'économie avec une baisse. C'est un peu ça qu'ils disent. T'sais, on ne veut pas attendre qu'il soit trop tard pour baisser les taux. Il ne sera pas trop tard pour baisser les taux. Là. Premièrement, les taux ne sont pas hauts. C'est ça qui est. Moi, je pense que c'est politique. Là. Il y a tout un. Je te dirais, des. C'est pas juste. C'est pas Trudeau qui a appelé la Banque du Canada. C'est plus compliqué que ça. Là. Non. Mais il y a un paquet d'institutions puis d'organisations qui ont intérêt à ce que le narratif de l'inflation disparaisse tranquillement. Puis l'idée d'envoyer un signal. Tu sais, la Banque centrale européenne, c'est pareil. Là, c'est presque 100% de chances qu'ils vont baisser les taux aussi. Mm-hmm. L'économie est un petit peu moins résiliente que les États-Unis, par exemple. Il y a un petit peu plus de. Tu sais, l'emploi, c'est moins bon un peu que les États-Unis. L'économie américaine, elle est vraiment résiliente. Tu as vu. Moi, je serais pas surpris qu'il n'y ait pas de baisse de taux. D'ailleurs, je pense que ça nous a donné largement raison. Là. On est passé de 7 baisses en 2024 à 1. Là. Donc, c'est quand même un repricing assez important. Oui. Je change de sujet. Je m'en vais vers... Il y a eu un sondage. Il y a des sondages aux 2 semaines de Léger Marketing. C'est too much, on va se le dire. On est loin des élections, mais quand même, on voit le taponnage entre les Québécois. C'est drôle parce que j'étais dans une épicerie hier, ici pas trop loin, puis j'étais le plus jeune de la gang et de loin. Je me disais, faut jamais oublier que la gang qui décide, c'est ce gang-là, c'est des gens qui sont en fin de vie, qui veulent pas trop que ça change. Donc, pas très surprenant de voir que ça se promène entre la CAQ, le PQ, même 15 %, je comprends l'histoire des anglophones concentrés à Montréal et tout ça, mais le Parti libéral avec un parti qui est complètement à terre, avec hijacké par des gens de QS libéraux qui sont encore à 15 %. Et de voir que Éric, bon sondage, une fois 12, à cote QS, recule de 2. On est dans la marge d'erreur. Oui, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, il y en a qui m'écrivent, ouais, là, quand est-ce qu'on va avoir un push par en haut? Mais arrêtons de parler d'Éric et du Parti conservateur puis de toute l'organisation. Les Québécois, c'est le reflet du Québec, ce qu'on voit là. Je veux dire, c'est sûr que c'est un panel, je lisais les détails, c'est le panel, c'est en ligne, là, la plateforme Léo. Là, je veux dire, qui vote là-dessus vraiment, c'est dur à dire. Là. Est-ce que c'est vraiment représentatif de la société? Ça, c'est douteux, dans le fond, tu as comme une remontée un peu de la CAQ. Il n'y a aucune raison que la CAQ remonte. Le PQ baisse un peu, mais il n'y a pas vraiment de mouvement significatif. Dans la région de Québec, c'est comme un yo-yo. Là, ça part d'un bord, ça va de l'autre. C'est dur à pourquoi que, mettons, le PQ baisserait dans la région de Québec puis la CAQ monterait? Là? Ça n'y a aucune raison derrière ça. Il n'y a pas de mouvement significatif. Je pense que les gens, comme tu l'as dit, les élections sont loin, fait qu'ils ne s'attardent pas trop à ça. C'est pas dans leurs préoccupations. Ils ont les yeux sur le fédéral. Là, ça va être les élections américaines aussi. Donc, tu sais, je pense que les gens répondent tout sérieusement vraiment à ça. Je pense que c'est comme un peu... c'est débarrassé là, comme sondage. Normalement... Mais est-ce qu'on peut mettre dans nos attentes qu'à la prochaine élection, avec un 12-13 % Parti conservateur, 3-4 députés élus, il faut que ça commence quelque part. Ça ne peut pas monter à 25 % avec aucun historique. Moi, j'essaie de dire à des gens qui m'écrivent, je dis, soyez patients. Ça ne peut pas se bâtir overnight. Il n'y a rien qui... On va voir Maxime Bernier tantôt. Maxime, il le voit, là, comment c'est long de partir un nouveau parti politique. Puis je comprends que le Parti fédéral conservateur est à 29 maintenant, mais il est en hausse au Québec.
Mais c'est une autre game au niveau provincial. Puis on est au Québec. C'est le reflet de ce que nous sommes. Les Québécois semblent bien avec des partis politiques qui sont c'est une catastrophe au niveau de tout, là. Les Québécois semblent à l'aise avec ça. Moi, je pense qu'ils acceptent la médiocrité. Donc, ils ne sont pas prêts à poser un geste, entre guillemets, radical, de donner une chance, comme ils ont déjà fait, mettons, à l'ADQ il y a de nombreuses années, de dire on va les mettre plus haut, on va leur donner un 30, 40, 45 élus. Ils n'ont pas l'air là. Ils ont l'air bien dans la médiocrité, les Québécois en général. Ben, c'est l'inertie. Je pense qu'on est vraiment dans un monde, dans un contexte d'inertie. Comme tu dis, tu as un bloc de gens plus âgés qui, eux autres, vont voter pour la continuité. Tu sais, l'ADQ, ça va faire quoi? Ça va faire... Ça fait 30 ans? Ben non, c'est en 2007. Ouais, OK, c'est 2007. Ça fait que ça, mettons, presque 20 ans, disons, là, 18 ans. Je parlais de la fondation. Oui, ça a non, mais commencé dans à le prendre sens, temps, là. ils ont presque été au gouvernement en 2007. Oui. Ça veut dire que, dans le fond, les boomers étaient 15 ans plus jeunes et plus. Là. Fait que, tu sais, ils étaient encore dans leur prime, disons. Donc, il y avait un petit peu encore, je pense, de vie dans la société. Oui. Puis il y avait peut-être un... Tu sais, si tu te remets là, on a les mêmes partis, probablement que le PCQ serait plus élevé, là. Oui. Avec une population active plus jeune. Exact. Je Parce pense que même les X, en ce moment, je les sens boomers. Les milléniaux, ma génération, il n'y a rien à faire avec ça. Là. C'est à part... d'ailleurs, on avait notre discussion dans le chat. Je disais... j'avais sorti une couple de... Les jeunes... j'ai un chum qui est dans l'aviation, tout ça, puis il y avait une jeune cohorte. Là. Les jeunes ont 20-22 ans. Il y en a beaucoup de Français là-dedans qui viennent de l'école d'aviation ici à Saint-Hubert, tout ça. Puis moi, j'aime beaucoup cette génération-là. Celle après les milléniaux. Oui. Je veux dire que c'est ça que notre chum, il disait, Jeff, il disait, c'est tout un tout l'autre. Il y en a qui sont super sharp, il y en a qui sont pas du tout dans le game. Mais je te dirais que moi, j'ai quand même relativement confiance dans cette génération. Les milléniaux, à part quelques exceptions, il n'y a rien à faire avec ça. Non, il n'y a rien à faire. Moi, je regarde, moi, je pense qu'il faut être patient d'une certaine mesure. Tu sais, quand tu regardes, là, c'est 50% CAQ, PQ, puis ça ne changera pas. C'est comme au fédéral, tu auras probablement toujours un 29-30% qui vont voter bloc. Est-ce que ça va faire la différence entre 25 ou 30 élus ou 32 élus? Regarde, on verra le soir de l'élection, mais c'est ça le Québec. C'est ça le Québec. Puis ça m'amène sur l'autre sujet qui est... moi, je trouve que c'est une des affaires les plus fun. Quand je me lève le matin et que j'ai plein de tags sur des vidéos de ce qui se passe à Montréal, dans les différents arrondissements avec les réunions. Puis, tu sais, de voir que, comme tu le dis, souvent, c'est des immigrants qui se lèvent puis qui challengent l'autorité. Les Québécois sont pas bien là. Habituellement, c'est souvent des gens avec des accents. Là, on a vu... Là, quelques-uns. Mais il faut dire aussi que les gens des îles l'ont fait. On va les saluer. Là. Mais, tu sais, j'écoute ces affaires-là puis je me dis, tabarnache. Je sais qu'il y en a des gens réveillés parce que Mr. White m'a fait entendre un audio de quelqu'un sur TikTok qui a pas menacé, mais tu sens que ça grenouille un peu. Il y a des gens qui commencent à en avoir plein le cul. Mais les politiciens, et on dirait qu'au municipal, c'est encore plus dans la vraie vie que le provincial et que le fédéral. Donc, ils sont dans des affaires courantes, dans les affaires proches du monde. Et là, eux autres, ils s'amusent parce qu'ils sentent qu'il y a beaucoup de monde, comme tu dis, il y a beaucoup d'inertie, il y a beaucoup de zombies qui se laissent aller, puis regarde, on peut implanter notre agenda, on peut y aller avec nos idées radicales, on peut enlever des voies de service, on peut fermer des rues, on peut enlever des stationnements, on peut remplacer une voie par des vélos, etc., etc. Puis, mais qui viennent, les immigrants qui sont fâchés de ça, on leur dira qu'ils ont eu leurs questions, leurs sous-questions, qu'on a répondu, puis que si la réponse n'est pas leur affaire, ben que c'est pas notre problème, parce que nous autres, on vous a répondu, puis c'est tel que tel. Il y a... Ça brasse chez certains groupes, mais pas encore assez. Tu sais, Montréal, on le sent, là, qu'il y a du monde qui vont dans les réunions, mais ça risque de changer si ils commencent à être de plus en plus radicaux comme ils le sont. Là. Moi, je pense que ça, là, on le sent dans le discours. Hey, les extraits que tu as fait passer, je t'écoutais hier, c'est incroyable. Là. Au début, il cachait, tu sais, dans le sens, c'était un peu enrobé dans des stratégies le transport. Puis là, ils le disent carrément qu'ils veulent changer votre niveau de vie, votre style de vie, d'interdire la voiture littéralement.
c'est même plus caché. C'est pas un complot, là. Non. Fait que ça c'est... Tu vois, quand la personne qui posait la question au conseil de ville était comme « Wow, je m'attendais pas à cette réponse aussi claire. » Je pense que là, les masques sont tombés. Rendu là, là, je pense que ça se multiplie. Là, je pense que c'est l'automobiliste de Montréal. Je pense qu'il fait une super job, là, tant sur Twitter que sur TikTok. D'ailleurs, moi, je pense que c'est pas mal ça. Le push derrière TikTok, je pense que c'est un peu là-dessus aussi le revirement de Trump qui est embarqué sur la plateforme. Tu sais, l'histoire des Chinois puis des données, moi, je pense que c'était plus un front, cette histoire-là. Je comprends que c'est une compagnie chinoise, tout ça, là, mais en fait, je pense même pas. Là, il y a une division. Je pense que le CEO vient de Singapour. Exact. Je pense, puis la division américaine, c'est une autre histoire. Moi, je pense qu'ils ont peur, le régime, là, ce que j'appelle le régime avec un R majuscule, là, c'est l'émergence des gars comme tu as parlé tantôt. Là, il y a du monde qui ont de la traction. Tu vois, des fois, du monde qui ont 400-500 000 followers. Puis c'est pas dire un nobody, là, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est pas, c'est pas une vedette, c'est pas un sportif, c'est pas un... c'est quelqu'un créé par la plateforme. C'est du monde self-made, purement fait avec le trafic organique des plateformes comme ça. Puis l'algorithme de TikTok est vraiment bon pour te faire découvrir... Tu sais, moi, Acid Blais, j'avais découvert demain, j'ai qui ce gars-là? À un moment donné, j'ai commencé à le suivre. Oui, puis une fois que tu le suis, il représente toutes les vidéos qu'il fait. Tous ceux qui ressemblent un peu, tu vas les avoir. Donc, c'est bien fait pour ça. Je pense que la plateforme, puis la convivialité du vidéo, ce qu'il n'y avait pas vraiment sur Instagram avant, là. Tu vois qu'Instagram a littéralement été modifié en fonction de TikTok. Oui, carrément. Tu sais, les Reels, c'est carrément 100% de ça. Là. Ben oui. Fait que, non, moi, je pense qu'ils ont... Puis ça va... Tu sais, c'est tellement facile maintenant. Tu poses record, tu fais une petite vidéo, tu parles, après ça, tu fais... Tu sais, dans TikTok, tu peux faire le montage facilement, coller des... Tu sais, avant, ça faisait chier, ça. Il fallait que tu aies un ordinateur... tu sais, des trucs d'édition. La vidéo, pour moi, ça a toujours été comme un... Pour moi, ça égalait Aria, là. Tu sais, c'est toujours un... Oui. Mais là, photo, c'est facile. Tu peux couper des bouts, là. Bon, ouais, tu coupes des bouts. À cette heure, avec... écoute, c'est incroyable, là. Puis... Il y a Acid Blais en passant. Je veux saluer Acid parce qu'Acid nous écoute régulièrement sur Radio Pirate Live, mais Acid fait une job incroyable avec une clientèle qui n'est pas aussi politisée et, en tout cas, qui a été politisée dans les cours d'école puis dans les salles de cours, là. Mais je veux dire, pas vraiment par les médias, parce qu'ils n'ont pas jamais eu d'intérêt pour ces médias traditionnels-là. Acid fait une job incroyable pour eux autres. Acid, il fait une bonne ride. Moi, je regarde ses vidéos, puis le Québec, le fun, pour moi, c'est Acid Blais. Ouais. Moi, je pense, des fois, tu parles des années 80, 90, le Québec. Moi, je pense que c'était comme ça. Oh oui. Ah oui, Acid, il est très 80. Là. Oh oui, il est très 80s. Oh oui, c'est ça. Ça ride à Vegas. C'est comme, c'est quand même de bon goût. C'est pas des affaires colons, ils ont du fun. Tu vois, c'est des chums. Là, je pense qu'ils se marient, d'ailleurs. Ah oui, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Faut le saluer. Le gars que j'ai entendu, que je ne veux pas faire entendre parce qu'on va se faire traiter de complice quasiment. Là, on sait comment on est watché par une gang de pas fins. Mais quand tu dis, il faut... L'expression que tu as utilisée cette semaine quand tu as mis le vidéo, c'est quoi tu as dit? Tu as dit... Les exposés. Il y a des exposés, exact. Il faut les exposer. À un moment donné, on a parlé des humiliés, tu te rappelles? Puis, tu sais, indirectement, c'est en train d'arriver. Tu sais, la peur des médias sociaux, le fait de vouloir mettre des lois pour encadrer les médias sociaux pour les gens, comment ils réagissent sur les politiciens, ça, c'est directement relié justement à ce que tu dis, TikTok, les Reels, les réactions sur X, etc. Donc, ils les voient, ils les sentent. Si c'est pas eux qui les voient directement, leur entourage leur en parle. Et là, on sent des commentaires plus violents. On sent des observations des gens que... Tu sais, l'histoire du 150 pièces de plus à Montréal, ça passe pas. Mm-hmm. Ça passe pas parce que les gens sont rendus qui rentrent à l'épicerie. Premièrement, ils vont plus au métro, ils vont au Super C. Ils arrivent au Super C, ils sont dans la rangée des ramen, puis là, ils sont écœurés de manger des ramen, mais ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils mangent des ramen. Puis là, tu viens d'apprendre que pour avoir ton char, pour essayer d'aller travailler, il faut que tu payes un autre 150 de plus alors que tu es déjà pogné à la gorge. Donc, leur idée extrême, leur vision extrême radicale de la vie qu'ils veulent à Montréal, c'est en train de chambouler la vie du monde ordinaire. Et ces gens-là sont surpris de voir qu'il y a des gens qui deviennent méchants. Moi, c'est le bout que je comprends pas. Tu sais, poke the bear, si tu vas voir le petit ourson, puis que la maman bear, même si tu ne la vois pas, tu vas voir qu'elle va arriver, puis elle va te tasser en joie le vert. Fuck around and find out. Là. Oui, ben, c'est exactement ce qu'ils sont en train de découvrir, mais au lieu de dire, ouais, OK, on sent quelque chose, peut-être retourner vers le fun un peu plus, y aller, donner un peu plus aux gens, arrêter de leur enlever des patentes. Non! À chaque jour qu'ils amènent, c'est une affaire de plus. C'est une affaire de plus. Je te dirais, moi, j'ai peur comment ça va finir. Ils double down sur des mains perdantes. Là. C'est du monde, c'est des gamblers dégénérés qui sont comme... tu
Tu sais, justement, le Gambler's Fallacy, là, je vais me refaire. Je pense qu'ils ont comme... Ils sont probablement conscients qu'il y a de l'opposition, mais tu sais, regarde Trudeau cette semaine, là, avec l'histoire du flag. Là, le flag est tellement rendu compliqué. Le Pride, on dirait... Il a changé de S'il couleur. ajoute une couleur et une stripe à chaque année... Avant, là, il était beau, il y avait des belles couleurs. Là, maintenant, il a rajouté du brun, du lui, beige. de base, je comprends qu'il y a une communauté, un symbole, un mouvement, fine. Mais là, il Je suis correct avec ça, mais tu sais, j'ai un problème aussi, puis je l'ai dit à Eric, puis je pense que c'était un peu dans son... Il avait fait un livre un peu là-dessus aussi, c'est... Pensez-y 2 minutes, il y a quand même du monde qui s'auto-proclame porte-parole de communauté qui, tu sais, en même temps, c'en est pas une vraiment, dans le sens, qu'est-ce qui assemble ces gens-là? Mettons des gens, homosexuels ou lesbiennes ou whatever, à part cet attribut-là naturel, que je pense, c'est quoi leurs autres choses en commun? Ils n'ont rien. Moi, j'ai un problème avec ça. Puis l'idée de... Si vous voulez faire une association volontaire entre vous autres, puis que toi, tu nommes lui, puis que... fine avec ça, mais l'idée que tu vas parler pour la société au complet... Pas la société, un pan de société au complet, plein de monde qui ne se sentent pas concernés par ça. Il y a plein de gays et lesbiennes qui regardent ça, ce mouvement-là. La majorité, moi, je pense. Exact. La majorité, je pense que je ne veux rien savoir de ça. Rien savoir. Tu sais, qu'il y a peut-être une journée où, tu sais, il y a eu historiquement, je pense, pour que ce soit reconnu puis qu'il n'y ait pas de discrimination, tout le monde est d'accord avec ça. Mais là, maintenant, aujourd'hui, on peut-tu dire que même au niveau, tu sais, de racisme en général, discrimination avec l'orientation sexuelle, je pense qu'en très grande majorité, tu ne perdras pas une job ou tu n'auras pas de job à cause de ça. Je pense qu'on est rendu à un stade où même c'est l'inverse. Je pense que ça peut même t'aider dans certains cas. Là. Exact. Mais ces gens-là, double down encore là-dessus. Je ne sais pas si tu as vu le stun du Parti libéral avec la photo de Poilievre, comme quoi qui n'était pas à la levée du drapeau. Tu sais, la levée du drapeau. Il n'y a pas de chandail, il n'était pas au drapeau. Ben là, ce qu'il oublie, c'est que le père adoptif de Poilievre est ouvertement gay. Oh, oui, c'est ça. Puis, exact. Ils tentent de... Moi, je pense qu'ils voient que ça leur fait mal, qu'il y a des gens, je pense, anciennement de gauche. J'en ai vu plusieurs. J'en avais vu au PCQ à l'époque. Il y a un gars qui était arrivé qui m'avait raconté. C'est un ancien gars de QS, là, puis il a comme eu une épiphanie. Puis, c'est parce que ce monde-là, dans le fond, sont comme. Ils disent qu'on est dans des chambres d'écho, mais eux autres sont encore plus dans les chambres d'écho. Puis tu vois, généralement, quand tu questionnes un petit peu ces enjeux, ils sont pas tellement au courant. C'est comme, mettons, l'histoire de la Palestine. Ou tous ces enjeux-là, c'est des choses qui ont comme reçu. Ils ont reçu le discours par défaut. Là. Tu sais, le meme des NPC, là, les bonhommes gris, là, qui disent la même affaire. Là. Ça, je pense, c'est très caractéristique de la gauche mainstream aujourd'hui qu'on voit. Là. Parce qu'une fois que tu fais la promotion d'un groupe, après ça, tu arrêtes à quel groupe? Exact, c'est ça. Moi, c'est le problème que j'ai avec ça. Mais tu le vois, tu sais... Il n'y a pas tellement longtemps, tu avais les LGBT. Là, on savait où on s'en allait avec ça. Là, cette heure, c'est LGBTQQIP2SAA. À un moment donné, quelqu'un qui est pansexuel, ça veut dire, on s'en... Puis il y en a la moitié là-dedans. C'est personnel, tes affaires. Puis il y en a la moitié là-dedans qu'on identifie, je ne sais pas comment. Là. Oui, un intersexué, c'est quoi? Je sais pas. Bon, voilà, c'est ça l'histoire. Un burger avec un oignon. Puis, mais c'est là qu'on se perd dans le discours. À force d'embarquer dans ce discours-là, ça veut dire que ça pue comme de... Ça tient plus de bout, tes affaires. En fait, je pense que la radicalisation de ce mouvement-là, c'est justement dû au fait qu'il y a eu une grande acceptabilité dans la société en général, puis même dans les mouvements de droite conservateurs. C'est-à-dire que maintenant, tu as des chefs conservateurs gays. Le mariage gay, je pense même que les partis conservateurs avaient voté pour ça à un congrès. Donc, il n'y a plus de... Tu peux plus faire de wedge politique là-dessus. Non. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu qu'il... C'est l'histoire des trans. Voilà, il faut élargir la... J'ai un chum qui me disait là-dedans un peu, puis il disait, tu sais, il dit, la communauté... d'ailleurs, même l'histoire des drag queens, là, les drag queens d'origine, c'était comme une forme d'art, puis c'était un truc adulte... théâtral, burlesque, pas caché, mais entre adultes consentants. Oui. Moi, je lisais, tu vois, c'est pas dire les pionniers, mais le monde de cette industrie-là, ils sont super mal à l'aise du fait que t'as du monde, soudainement, qui ont comme hijacké ça pour amener ça dans les... C'est quoi le rapport d'amener ça dans les écoles, là? Exact, non. Tu comprends? C'est comme tu dis, moi, on a beaucoup de pirates gays. Donc, les pirates gays sont... habituellement, on sait comment ils sont. Ils s'habillent bien, mangent bien, ils écrivent bien, puis ils écrivent. Puis eux autres, ce qu'ils trouvent, c'est que... Puis moi, j'en parle régulièrement parce que j'ai des parents qui ont vécu des affaires avec des adolescents. C'est que là, on se sert d'une communauté dont plusieurs personnes là-dedans ont des problèmes mentaux.
pour essayer justement d'élargir l'éventail, pour essayer d'exclure du monde. Le but, c'est ça. Là. Le but, c'est de toujours... Ah, OK, tu viens de le dire. OK, donc là, maintenant, même les conservateurs les plus durs, même quasiment religieux, ils passent par-dessus le mariage gay, ils n'ont pas de problème, le gars est gay, il vient avec son chum manger à la maison. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les mettre dans l'embarras? Qui c'est qu'on pourrait haïr? Ouais, on va élargir la patente, puis on va mettre une sauce incroyable que finalement, il y en a qui vont dire « Hey, tabarnak, c'est quoi la patente? » Ce qui arrive. Mais même dans le milieu gay, c'est ce qu'on me dit. C'est comme, elle me dit, c'est parce que là, on joue. Il y a beaucoup de monde là-dedans que c'est des gens avec des problèmes. En tout cas, c'est ce que j'ai compris de parents qui ont vécu là, des moments avec l'histoire de trans, là, tu parles? Oui, ben, en fait, d'ailleurs, il y a des recherches incroyables. Vous regarderez, Jordan Peterson il a fait une super entrevue avec une dame qui a fait beaucoup de recherches là-dessus sur de nombreuses années. Puis généralement, quand les jeunes ils ont des conflits de, on va pas dire personnalité, là, qui se retrouvent pas dans leur sexe, tout ça, généralement, plus souvent qu'autrement, sont gays. Là. C'est des jeunes qui sont homosexuels ou lesbiennes. Puis qu'après plusieurs années, généralement, après quelques années, ça se passe. Ça se tasse. Exact. Comme n'importe quelle crise de jeunes adultes, alors que adolescents. si tu fais une intervention chirurgicale pour altérer ou changer ton sexe, ça, c'est permanent. Ouais. D'ailleurs, il y a une très belle initiative là, de Dr. Roy Epen qui a été candidat justement pour le PCQ, un homme super qu'on a traîné dans la boue dans les médias comme si c'était un moins que rien. À cause qu'il était contre l'avortement. Un professeur, par choix personnel, c'est un professeur associé à McGill, c'est un gars qui je veux dire, c'est une sommité dans son domaine. Puis avec plusieurs médecins nord-américains, justement, ils ont pris position pour dire, médicalement, là, c'est une erreur qu'on fait de forcer, pas forcer, mais à aider rapidement des jeunes à faire transition, alors que s'il y en a qui veulent le faire ultimement avec toute l'information, puis mais tu sais, de faire ça à 13, 14, 15, 16 ans, c'est peut-être pas la bonne décision. Là. C'est clair. C'est clair que c'est pas... Mais regarde, on va rester là-dedans. Parce que là, ils essayent de coller l'histoire à Poilievre pour ça. Ensuite, ils ont collé... Ça marche pas. Et ça marche pas. Ils ont collé l'histoire... Ils essaient de coller l'histoire de l'avortement. À chaque fois qu'ils sont en bout de munitions, ils ressortent ça. As-tu vu la coordination avec tous les journalistes de Radio-Canada pour sortir la... Tu sais, c'est vraiment fédéré. Oui. Ils ont un groupe chat. Il y a un groupe chat probablement avec le parlementaire dit, regarde, on va essayer de pousser ça. Mais c'est drôle parce que plus ils double down là-dessus, moi, je pense que plus les conservateurs montent. Oui. C'est un peu, je te dirais, le parallèle avec Trump. On dirait que depuis, il y a eu la condamnation, là. Là, le financement, c'est complètement fou. Là. Moi, je disais, tu vois, du monde... Je pense qu'il y a 200 millions de ramassés. J'aime pas le gars, mais je suis pas d'accord avec ça. D'ailleurs, tu as vu du monde le défendre. Bill Ackman, c'est pas un républicain. Le gars de Sequoia Capital. Sequoia, c'est qui, ça? C'est le top de Sequoia. Il dit, regarde, ce qui vient d'arriver là au système, il dit, j'ai pas voté pour Trump. Le précédent, là, de déterminer... si vous devenez un ennemi du régime... ils vont trouver une façon de vous accuser. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Alors que, le système, l'indépendance du judiciaire, ça a toujours été ça, dans le sens que... Mais c'est drôle parce que nous autres, on ferait pas ça. Moi, quand je t'écoutais, dans le fond, tu dis même des ennemis. On a-tu vraiment des ennemis? Nous autres, on a vraiment des ennemis. Il y a des gens qui veulent nous voir carrément souffrir, je pense. Mais moi, je veux pas instrumentaliser le système de justice pour mettre du monde en prison. Hier, je voyais Dennis the Beautiful dans notre groupe qui disait pourquoi les républicains font pas la même chose que les démocrates. Moi, c'est non. Moi, je veux pas. Ouais. Je comprends son point, mais je veux pas. Je veux pas aller là. Faut que il y a des bases du système, il y a des bases d'une nation que tu dois pas toucher parce que pour des raisons partisanes ou des raisons d'idées, tu veux pas avoir ça. Tu veux qu'il y ait une certaine logique d'un côté comme de l'autre, comme de quoi baser sur quelque chose de solide. Et là, c'est ça qu'on n'a pas. Là, on a l'impression vraiment que c'est la dictature. C'est la dictature de l'arbitraire. Puis je pense que c'est ça qu'il faut réaliser, c'est que plus tu as de politique, plus tu vas avoir d'affaires de même, puis plus ça pèse sur le citoyen moyen. Ouais. Tu sais, ce que ça envoie comme message, c'est si Punk Trump, qui est multimilliardaire, ils vont faire quoi que moi? Là? Ils vont pas y n'importe qui. C'est ça. T'as pas le moyen. Non, exact. Rien, je pense que les Américains ont comme... ce monde, ils jugent « les Américains, c'est des colons puis c'est des rednecks. Ouais, » Non, il y a une mentalité de... Pas dire rebelle, mais tu sais, c'est une nation self-made. Là. Oui. Eux autres, ils l'ont obtenu, l'indépendance. Contrairement aux chieux ici, là. Oui. Puis en faisant la révolution, puis en amassant, il y a quelque chose de collectif aux États-Unis propre à ça qui dépasse le républicain démocrate. Là. C'est le patriotisme civique. Moi, je pense que c'est ça que
la nouvelle droite devrait viser. C'est le patriotisme civique à travers, autour de l'état de droit, l'indépendance judiciaire, un système financier solide, monétaire, pas de dépassement débile mental. C'est ça, ça devrait être ça des idéaux, puis pas dire l'espèce de nationalisme primaire, de dire que le reste du Canada, c'est pas nos amis, ou des affaires de même. Parce que ça dépasse les frontières maintenant. Puis tu vois que la plupart des mouvements de droite dans le monde sont en train de se centrer. Tu regardes Milei. Milei, il parle pas juste de l'Argentine, en fait. En fait, il parle jamais de l'Argentine. Oui, c'est global, son affaire. Milei, tu pognes son discours, tu le mets en français, tu le mets en italien, ça marche partout. Oui. Puis c'est ça, je pense, qui est révolutionnaire dans ce discours-là. Wow. En tout cas, regarde, j'ai hâte de voir parce que je suis vraiment surpris de voir le milieu techno dans les 200 millions, 250 millions ramassés. Beaucoup de gens dans des milieux, on pensait woke. Je comprends que peut-être que le milieu est woke, mais peut-être que les boss ne le sont pas. Mais beaucoup dans le capital de risque, ces affaires-là, je me disais, c'était pas des pro-Trump tant que ça. Mais au moins, ils se lèvent pour défendre ce qui se passe, défendre le danger qu'il y a de relier à ça. Ça, regarde, ça pour moi, c'est une révélation qui me surprend. Que Trump soit pareil dans les sondages ou un peu mieux dans les sondages nationaux, ça ne me surprend pas vraiment. Mais de voir qu'il y a une communauté qui n'était pas pro-Trump, qui est en train de mettre de l'argent dans la caisse, ça dit beaucoup. Je pense que les démocrates sont en train d'être vraiment... Ils ont comme balancé dans le dark. Ils sont en train de balancer dans une drôle de place. C'est comme quand ils gardent l'anneau là, dans le Seigneur des Anneaux, ça devient irrésistible. C'est ça, l'attrait du pouvoir, on l'a vu ici, là, on l'a vu avec la CAQ, on l'a vu avec... Puis on le voit avec les petits maires plénipotentiaires comme Marchand puis l'autre à Montréal. C'est du monde qui ne devrait pas avoir le pouvoir. C'est du monde qui n'ont pas d'envergure puis qui ils vont tout faire pour plaire à leur base puis toutes les petites crosses possibles. C'est incroyable là, de voir ça. Puis je pense que la priorité, c'est 2025. C'est les municipales. C'est là-dessus qu'on a le plus de contrôle. J'en ai parlé longuement, d'ailleurs, dans mon podcast avec les podcasts de garage. Oui. Mais t'as raison. T'as raison. 3h50. T'as raison. Je l'écoute en fin de semaine. Je monte à Montréal pour là, apparemment qu'il faut battre les sœurs Grenier-Filion. Si vous pouvez le partager, ça m'aiderait à gagner cette bête-là. Non, mais t'as raison parce que t'as vu, là, beaucoup de... Je regarde le profil... Marie Plourde, c'est la plus vieille de la gang. Là. Ma tante Plourde est là depuis longtemps. Mais les nouvelles qui arrivent, qu'on voit à Montréal puis dans les mairesses des villes et tout ça, beaucoup viennent de l'université. Ça a pataugé dans l'urbanisme. Une pseudo-science en passant, l'urbanisme. Là. Les villes, ça n'a pas été planifié. Là. Les villes, ça a émergé organiquement puis de façon ordonnée mais désordonnée. Là, dans le sens, c'est parce que tu ne peux pas l'apprendre, l'urbanisme. Il y a 75 000 manières de le faire, l'urbanisme. Non, exact. Dépendamment aussi de ce que la Terre t'offre, là, c'est ça, exact. du territoire que tu as à développer. Mais c'est des endroits woke à mort, c'est des endroits green. Ils ont tous le même... En fait, c'est tout le même moule. Puis c'est drôle, c'est du monde qui... Moi, je trouve ça... D'ailleurs, je m'étais comme, pas pogné, mais un de mes chums, il disait, je vais t'amener, on va aller voir ma fille, tu vois, lui, il est vraiment à droite, c'est un gars, c'est un investisseur, tout ça, puis sa fille, comme je pense, elle a 19 ans. Tu sais, elle va aux études en art, tout ça, puis ça va être drôle, on va la challenger un peu. Fait que là, elle travaille dans un restaurant, tout ça. Puis il y a toujours ils ont toujours le besoin d'aller plus loin. Il dit, des fois, elle arrive avec quasiment des déguisements, parce que c'est jamais comme assez. À un moment donné, t'atteins un point où, là, tu sais, dans le fond, tu lui dis, qu'est-ce que tu vas faire? What's next? Dans le fond, pour continuer c'est parce que beaucoup de questions d'attention là-dedans. Puis c'était drôle, la jeune fille, tu vois que le pire, c'est qu'ils sont intelligentes. Là. C'est du monde qui sont intelligents, je veux dire, ils viennent de bonnes familles, ils ont généralement des bonnes valeurs. Mais dès qu'ils commencent leur cassette, c'est toute la même affaire. Le patriarcat, puis là, le capitalisme, puis je disais, hey, tu te rends compte que ton discours, parce que, tu sais, là-dedans, c'est une question de jeunesse puis de rébellion un peu, là, je veux dire, ça arrive. Nous autres, on l'exprimait probablement de manière différente. Mais tu te rends compte que le discours que tu dis, c'est exactement la même chose qu'à peu près tous les gouvernements dans l'Occident, les médias, même fucking Goldman Sachs dit ce que tu dis. Là. Genre diversité, t'as littéralement le discours de l'establishment. Là. T'es pas une rebelle du tout. Non, t'es là. pas rebelle du tout. Non, c'est ça. Thank you, Joe. C'était bien le fun, mais t'es prêt pour... il semblerait que tu vas nous faire un genre de petit boursicotage avec Jerry? Oh, yes! Je suis en plein dedans. Là. Une belle conférence à Québec. On y va. Radiopirate.com
Radiopirate.com. Joe Filion. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. Jerry! Oh, Avec Joe Hamel en plus pour le boursicotage avant l'arrivée de Maxime Bernier. boursicotage, ça brasse, ça, le boursicotage. Qu'est-ce qui brasse? Mais non, mais on brasse parce qu'on dit... Les marchés sont comment? Comment tu vois ça, Joe, les deux? Comment vous voyez ça? Parce que plusieurs personnes à qui je parle sont en cash en ce moment. Ils attendent, ils voient un peu d'incertitude. Vous voyez ça comment, vous autres? Nvidia est encore 30 % en haut, selon certains experts. Wow! Fait que tu veux dire, c'est voir l'avenir. On je parle de voir l'avenir. Là. On est capable de, il peut arriver des avions dans une tour. Non, non, je sais, je comprends. On s'entend-tu? Ouais, c'est ça. De voir l'avenir, il n'y a personne qui voit l'avenir. Mais toi, Joe, tu le vois-tu qu'il y a des gars qui placent et qui sont un peu plus en cash que, mettons, dans le dernier temps, ils attendent un peu de voir quelques affaires. Nvidia, je comprends. Mais encore là, Nvidia, la run est-tu faite? Il y en a qui disent que c'est 30 % de plus. Il voit 30 % de plus encore. Mais peut-être rendu là, c'est quoi la différence, là, dans le sens? Mais oui, moi, je pense que tout ça... Moi, je pense que ma thèse d'investissement autour du tech, je pense que les avancées puis les bénéfices envisagés par l'AI, je pense pas que ça va se matérialiser dans le time frame que le marché price à l'heure actuelle. Ouais, je pense que ça va décevoir. Ça me fait penser un peu aux chars qui vont se conduire tout seul. T'en as-tu il y a 5 ans, 6 ans? Exact. Ça, je pense que ça va arriver. Il y a eu comme la première vague crypto aussi. Là. Il y a comme toujours un genre de retour à la normale. Je pense que ça va arriver ultimement. Parce que, tu sais, là, tu regardes l'évaluation, ça n'a pas de bon sens. Là, le marché, tu sais, quelque chose qui m'a surpris dans le dernier mois, c'est que, tu sais, généralement, c'est ça. Il faut toujours que tu questionnes ta thèse d'investissement parce que généralement, tu penses que c'est ça qui va arriver, puis finalement, il arrive d'autres choses, puis tu n'avais pas du tout envisagé. Tu vois, là, les taux, tu sais, moi, j'ai eu largement raison dans le sens où les taux n'ont pas baissé. Fait que, tu sais, ma thèse d'investissement était basée sur le fait que les taux ne baissent pas, les taux restent plus élevés, le capital... Mais là, dans le fond, le marché, à un moment donné, s'est mis à réagir sur le fait que les taux ne montent pas. Oui. Parce qu'à un moment donné, bon, là, à un moment donné, ça devient comme un peu, je te dirais, neutre. Là, le marché ne sait plus où aller. Puis là, à un moment donné, les taux ne montent plus. Fait que là, si les taux ne montent plus... Parce que là, à un moment donné, va où, là, c'est ça, le marché avait peur. Là, à un moment donné, ça s'était mis à baisser. Le marché baissait parce qu'il y avait peur que les taux montent. Oui. Fait que là, Mané, whoop, t'as eu la confirmation que les taux ne montent pas. Oui. Donc là, whoop, ça repart en montant. Tu comprends? Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, t'as une comme de une infirmation de la thèse que t'avais qui te fait partir dans une totale autre direction. Tu sais, ça, c'est... Mais mettons, je vous pose la question aux deux, mettons que les taux se mettent à baisser. On l'a vu matin, là, ça a baissé de 0,25 au Canada, donc les obligations vont se mettre à baisser tranquillement. Si aux États-Unis, ils suivent la même chose. Donc là, le 5 % de rendement avec une obligation safe, il est moins là. Il est plus à 4. L'autre, t'as 4. Aux États-Unis, t'as 4,32. 4,32. J'ai vu du 3,85 au Canada, je pense, à peu près. Ouais, ça, j'ai le 5 ans. Le 10-year canadien, 3,40. Tu vois, ça baisse de 2 % aujourd'hui. Donc là... l'argent va quelque part. Donc, si tu dis, bon, là, j'ai juste 3,75 avec mon argent, avec des obligations, ben je retourne sur le marché. Donc, ça peut faire quoi, ça? Ça peut-tu faire repartir par en haut? C'est quoi? Ben, tu sais, c'est ça, dans le fond, l'argent que des... Mais ça, c'est très institutionnel, là, l'argent qu'il y a souvent dans les obligations, ou, tu sais, souvent, tu parles du monde, c'est quoi qu'il y a dans ton portfolio? Je sais pas. Je suis dans différents fonds. Ben, souvent, tu sais, les fonds derrière ça, il y a une bonne allocation dans les obligations. C'est autres, ils vont. Fait qu'à un moment donné, ils rebalancent. Parce que Yann Sénéchal, il dit qu'on est en fin de cycle boursier. Ouais, moi, je pense que oui aussi. Là, dans le sens que, tu sais... Regarde, ça peut pas monter de même à part 50 ans. Regarde à partir, tu sais, 2020, là, tu as eu crise mondiale. Puis après ça, ça redécolle. Tu as eu une correction en 2022 qui m'a surpris. Là. Ça bosse en tabarouette. Tu sais, la correction du tech, moi, je pense qu'on pourrait... Il y a eu un carnage pendant un an de temps. Je pense qu'on pourrait revivre à peu près la même affaire. Puis, tu sais, tu regardes le graphique, si tu reviens à peu près au niveau du top près la ride de 2024, là, ça fait à peu près une correction de 10-15 %. Ouais. Je pense que ça pourrait aller là, c'est ça. Ouais. Parce que c'est pas une science précise. On parle de cycle. Un cycle, c'est combien d'années? Ben, c'est même ça, tu sais pas. C'est même pas on ne sait pas les années. Ouais. On l'a aucune... Là, on est dans un très long cycle. Si on enlève les quelques petites grippes qu'il y a eu à travers, là, mettons la COVID, le 2022, correction, on est dans un stretch quand même montant depuis quasiment depuis 2009, 2010. Ben, ouais, c'est ça. Tu as eu une petite baisse en 2017, 2018. Il y a eu un petit. C'est le COVID, je compte pas. Non, c'est ça. Ben, tu sais, c'est ça. Post-2008, dans le fond, on n'a jamais sorti du régime expansionniste monétaire post-2008. C'est ça. Tu as eu une décennie de taux d'intérêt.
Fait que, tu sais, l'accumulation, le malinvestment de capital, tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont été investies. Le capital ne coûtait rien. Quand le capital ne coûte rien, c'est ça. Oui, go, il va. Exact. Ben oui. Mais quand tu arrives, l'affaire aussi, c'est que dans l'investissement, tu as toujours de l'humain quelque part. Puis les réactions humaines, ça fait quoi? Ben, ça fait que beaucoup de monde ont vidangé des portefeuilles, leur propre portefeuille. Ils ont appelé le courtier, ou ceux qui traitent eux autres mêmes, là, ou ceux qui font même les deux. Il appelle le courtier et il dit tu me mets ça en cash, là, moi je crisse mon temps. Mais il y a plein de monde qui ont fait ça, je vous le dis, il y a plein de monde qui l'ont fait. Ils font habituellement dans le mauvais timing. Ouais, moi, je regarde beaucoup je pense qu'il y a un mouvement de fond qui est en train de. Puis tu sais, j'étais en conférence, une grosse conférence à l'heure actuelle à Québec de mining. Là. C'est vraiment intéressant, The Mining Investment of the North. D'ailleurs, c'est drôle, le titre est en anglais, à peu près toute la conférence est en anglais. Faudrait pas le dire à Jolin Barrette. Il va débarquer avec la Gestapo là. Il va arriver avec la police. Mais, tu sais, encore, ces conférences-là sont encore toujours gangrénées par des hosties de niaisages de ESG. Toujours un panel, là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Oui. L'industrie, puis là, c'est drôle, en même temps, parallèlement, tu as l'autre panel qui dit qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'industrie retrouve la vigueur. Tu prends exemple sur exemple l'industrie pétrolière. En Europe, à l'heure actuelle, les géants pétroliers, tu sais, Shell, Total Energy, BP, là, ils pensent à se lister aux States. Ils pensent à quitter les bourses européennes pour se lister aux States. Parce que c'est trop Parce que les fonds là-bas, là, ils discriminent négativement envers des compagnies d'énergie comme ça. Fait que là, tu es rendu à un point où les règles que tu as... Parce que les grosses compagnies pétrolières, pendant une décennie, ont contribué à ça. Là. On va embarquer dans cette roue-là, puis ils vont nous accepter. Puis non, finalement, c'est ça que je disais hier à un gars. J'ai dit, ce monde-là, ils veulent pas une industrie plus propre. Ils veulent pas d'industrie. Ouais, tu comprends? Ça, exact. Ils veulent pas d'industrie. Mais là, la vague est en train de revirer. Le ESG, c'est en train de tomber. Tu as un pushback dans plusieurs États. Exactement ça. Là, le pétrole, peut dire, money talks. Ça veut dire quand tu as du rendement, tu sais, tu as de l'industrie pétrolière actuellement de services puis production. C'est un free cash flow d'à peu près 14-15 %. Il n'y a aucune industrie qui retourne ça à l'heure actuelle. Là. Ouais. Fait que tu sais, quand même que tu diras que éthiquement, ça ne te tente pas, ben. Ouais, money talks. Exact, money talks. Puis ça va être la même chose, je pense, il y a un gros lag à l'heure actuelle. On parle, les métaux ont tous monté, cuivre, gold, tout ça. Mais tous les producteurs, quand tu regardes le prix de l'or, historiquement, les producteurs, puis même les plus petites, le prix n'a pas décollé encore. Là. Malgré la hausse. Exact, malgré la hausse. Fait que moi, je pense que les commodités, on termine peut-être un cycle du tech puis de l'équité à haute valuation pour tomber dans quelque chose de plus fondamental avec justement des commodités, tant des métaux de base. De temps en temps, d'avoir les deux pieds sur terre, ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien. L'or a bien roulé quand même dans les 6 derniers mois. 14 de hausse sur Embarque pas, Jerry. Non, un peu, là. Mais c'est ça mon point, là. Là, je commence à être intéressé. Quand il embarque, il fait cracher l'or. Moi, je vais le faire cracher. Je savais pas, il y avait une présentation justement hier à la conférence que l'or sur un siècle, l'or bat le S&P 500. Parce que généralement, l'or, quand tu prends un timeline, la bourse est généralement toujours plus favorable. Là. Mais sur un siècle, l'or bat le S&P 500. C'est incroyable. Sur un siècle. C'est sûr que dans la vie d'une personne, on n'est pas Yoda, on ne vit pas 800 ans. Là. C'est dans le sens que nous autres, à un moment donné, il faut cacher, il faut que ça marche. Puis ça, c'est tout le problème dans n'importe quel portefeuille. Il y a une question, je vais dire de chance, mais oui, il y a une question de chance. Parce que c'est comme vendre ta maison. Moi, mon père a vendu sa maison en 1997. Là. Allez voir le creux dans l'immobilier. Ouais. 97, 98. Je ne sais pas la grosseur, mais il l'a vendu aux alentours de 70 000, 75 000, 80 000. Les maisons se donnaient. Là. Tu n'as pas le contrôle sur le temps. Là. Voilà, le contrôle sur le temps. La face, c'est que là, toi, faut que tu bouges. Tu es obligé de bouger, tu es obligé de faire quelque chose. Puis cette journée-là ou cette année-là, ces 2-3 ans-là, ben c'est de la merde dans le domaine où tu es. Donc, c'est comme quelqu'un qui tombe à la retraite puis qui est dans une période boursière très, très difficile. Ben, c'est sûr que t'imagines-tu les boomers? Mettons, tu commences à travailler, mettons un jeune professionnel, là, boomer, sortait du barreau, mettons, en 82, 83. Commence à faire des... Ben, tu sais que t'es moins payé dans le temps un petit peu, mais tu sais, quand même. Premièrement, tu as profité, si tu avais peut-être un 40 % de tes épargnes qui allaient dans les obligations. Les obligations ont monté pendant 40 ans. Là. Mm-hmm. Ont monté jusqu'en 2022, en fait. Fait que tu avais une portion de ton cash qui faisait juste monter. Puis tu as eu genre un gigantesque bull market interrompu par quoi? 87 qui a duré à peu près 6 mois.
t'as eu 2001, puis t'as eu 2008. Oui. Ouais. Mais tu sais, en général, ça leur pris Est-ce pas que 10 ans après. je te parle là. de leur valeur de leur maison, on payait 7500? Ben, en plus, mais non seulement payer 7500, mais ces gens-là achetaient une maison pour à peu près 1 an de salaire. Oui. Alors qu'aujourd'hui, 2 professionnels, ça va leur prendre ensemble. Tu sais, mettons, 2 professeurs d'université ou 2 avocats peuvent pas acheter une maison sauf quand tu mets peut-être 5 ans de salaire sans rien faire d'autre. Tu sais. Puis les plus vieux boomers, justement, ceux qui ont 80, mettons, là, ben, je dis boomers. À peu près, les plus vieux boomers, ce sont les 15, sur les 16 ans, grosso Ouais, c'est modo. ça. Mais mettons que ceux qui ont 80, là, ben, ils ont arrêté de travailler, puis il y avait du 12 à la banque. Là. En fait, autrement dit, eux autres, ils sont arrivés à une période de leur vie Oui, où c'est ce que eux autres, ils avaient avaient accumulé de l'argent. Ah oui. Parce qu'il était vieux, il a accumulé de l'argent. Quand t'es vieux, t'as plus d'argent que quand t'es jeune. Et les autres, ils ont passé à la gratte. Ils ont passé à la gratte toute leur vie, plus passé à la gratte à la fin encore. Oh non, exactement. Non, ils se sont amusés. Là. Ils signaient-tu des obligations à 10-12 Ben oui, parce que c'est les deux côtés. Là. Oui. T'empruntes, puis tu t'investis au même Donc, il y a taux. du monde qui a acheté ça à 5 ans, 10 ans. Là. Ben oui, exact. C'est ça qui manque toujours dans le discours des boomers. Ouais, là, on avait des hypothèques à 15 % Ouais, t'avais des obligations garanties aussi. Oui, c'est ça. Exactement. Parce que ça n'a pas duré 30 ans. Là. Ça n'a pas duré longtemps. Le 18 ça a duré, je pense, le pic en 81. Mais celui qui l'a acheté pour 10 ans, là, mettons, à 14-15, il a fait une belle ride après. Exact, c'est ça. Fait, Wow. mais tu sais, ça redescend tout de suite après, puis tu regardes la moyenne. Je pense dans les années 80, 90, c'était quoi? C'était à peu près 5-6 peut-être. Puis après ça, Ouais, à peu près ça. t'as eu une récession 91. 90, peut-être 7-8. Ouais, t'as eu une petite récession début des années 90. Parce que c'est toujours à peu près quoi? 1,5 en bas du taux de la directeur de prêt, à peu près, si on fait un calcul? En haut, tu veux dire? En haut? Ouais, en haut. Toujours en haut. Le taux directeur, c'est les banques qui empruntent à ce montant-là. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Mais ce que je veux dire par rapport à ce qu'on va voir, mettons, pour une hypothèque, mettons que tu as 6, souvent l'obligation est aux alentours de 5. Oui, c'est ça, exact. C'est ça. À peu Bon, près. du fixe, là. Ouais. Pour le Alors fixe. que variable va être quasiment. Quasiment pareil. Ouais. Ben, d'ailleurs, il y a eu un moment où, je pense que c'est au début de l'année 2024, c'était plus payant de prendre le fixe que le variable. Oui. Parce que le fixe priceait des baisses qui ont pas eu lieu. Là. Oui, mais c'est de là les débats Fait de que, tous tu sais, ceux qui... c'est là, Jerry, des fois où les opportunités où tu peux faire vraiment de l'argent en bourse dans les investissements, c'est quand parce que le marché n'est pas efficient. Si le marché était réellement efficient, il n'y a aucune transaction qui se ferait parce que tout le capital serait alloué partout. Puis, parce qu'il y en a qui font des. Tu sais, il y a des erreurs qui se font. C'est ça qui fait en sorte qu'il y a des mauvais investissements. Il y a des bons investissements qui font x1000. Oui, c'est ça. Mais ça se passe parce que c'est pas tout le monde qui a la même information. Là. Mhm. Fait que, tu sais, ça, c'est pas. C'est encore possible de faire de l'argent. Ben, souvent avec le common sense. Tu sais, gars, on savait. Comment ça que nous autres, la plupart des pirates savaient que les taux n'allaient pas baisser, du moins autant qu'ils disaient? Oui. Common sense. Common sense. Puis là, ben, les médias, eux autres, de leur côté, ils ont comme maintenu. Tu sais, pas juste les médias woke de gauche, les médias financiers disaient la même affaire. Là. Oh, oui. Ben, les médias financiers C'est un sont rendus genre très, de- très, très woke. Ben oui, c'est ça. Sont rendus très bizarres. Une petite dernière avant qu'on parle avec Max? J'ai quelque chose pour vous autres. Je vais vous faire réfléchir un peu. Tout le monde aime Costco. Tout le monde. C'est une religion, Costco, là, on le sait. Et Costco, le chum à Warren Buffett, là, qui est mort. Là, lui qui est mort. Charlie Munger. Munger, c'est un maniaque de Costco. Lui, il dit Costco, c'est le modèle Ben, de je Costco. pense que dans son affaire notarié, il a dit à sa succession qu'il ne faut pas qu'il Pas vende. vendre, ouais. Oui, Il peut ben, pas ça, vendre Costco. Bon, lui, il fait ça. Costco, c'est pour toujours. Je vais regarder juste sur 5 ans. Puis on va voir sur 5 ans. C'est Costco, si on regarde le graphique, analyse technique un peu. Si on regarde sur 5 ans, la moyenne mobile 200 jours est toujours haussière. Il y a eu un petit aplatissement à un moment donné, mais haussière tout le temps. C'est capoté, là. Sur 5 ans, c'est quand même assez sauté. Là. C'est quoi la capitalisation de ça? Costco, je peux te le donner, mais c'est pas mal gros. Mais 40-50 milliards? mais je veux vous faire réfléchir. Ouais, je vais te trouver ça. Je l'ai ici, attends un peu. Costco, je l'ai ici. C'est incroyable, la ride, là. Quelle ride! Quelle ride Ouais, incroyable! puis le pire, c'est que le C'est potentiel 300, n'est pas fini. Ils n'ont même pas de magasin partout. C'est 360 % de rendement sur 5 ans, là, Costco. Là. Wow. Mais, Dans le marché. mais c'est. Tu sais, ça a l'air pépère, mais c'est pas pépère. Mais je vais vous faire réfléchir, surtout aux jeunes qui écoutent, parce que les jeunes, eux autres, je me rouvre un petit portefeuille, telle affaire, telle affaire. Non. On ne peut pas faire de recommandations d'achat. On n'a pas le droit. Ça te prend du Costco dans ton portefeuille. Là. Je vais vous faire réaliser quelque chose. Vous allez dire, ouais, OK,
Il y a quelque chose là. Je n'ai eu pendant 1 an, puis c'est là que c'était le bout où c'était le plus plate. Ça paye-tu des dividendes? Ça? C'est 366 milliards. C'est plus gros que je pensais. C'est pas mal gros. Puis, t'as peu de dividendes, on est très peu, à peu près. Ils ne donnent pas 1% de C'est ça, dividendes. c'est ça. Mais l'histoire est là. La réflexion. Tu dis, oui, le stock a monté 5 ans. Oui, là, en ce moment, il est au plus haut. Il est au plus haut à vie. Là. On est à 2-3 piastres. Là. On est pas Il a là-dessus, payé là. son high cette semaine. Il a payé son high. Pas de problème. Mais la marque Kirkland, Oui. OK? Même moi, qui n'ai pas un client de Costco, je connais la marque Kirkland. By the way, j'ai acheté des... pas de la salsa, mais des chez Panier Extra de marque. T'as acheté de Kirkland. l'avocado. Avocado, c'est ça. J'ai acheté. C'est bon, hein? Ben oui. Le guacamole. Ben oui. Mais tous les produits Kirkland, un peu comme le concurrent Sam's Club, tous leurs produits maison sont de qualité supérieure. Voilà. Mais Kirkland, Costco, ils cachent qui fabrique leurs produits. Hein. C'est ça. Ben, tu peux le trouver un peu Je pense quand que tu c'est un fouilles. des là. plus gros transformateurs de viande. Ça se peut-tu quoi de même? Là? Oui. Juste la viande, Ah, c'est c'est une incroyable. industrie incroyable. Tu peux le Toutes trouver. les, toutes les bartendes des patentes, c'est pas mal la gang de Leclerc. Ah C'est ouais? ça. Ouais. Et, Peut Ocean trouver. Spray, Kimberly Clark qui font un papier de toilette. Des affaires là. By the way, papier de toilette, ils en vendent pour 1,5 milliard par année. Quand même. Kirkland. Il y en a- Juste le cash flow Kirkland. des... Juste Kirkland. C'est incroyable. Mais là, l'histoire. Elle est là, la patente. C'est que Kirkland, là, c'est 23 de l'activité de Costco. OK? 23 des ventes, c'est la marque Kirkland, qui représente 57 milliards par année Quand même. de ventes. Mais on va le prendre au premier degré. Une marque, 57 milliards. Coca-Cola, c'est combien de ventes par année? 46 milliards. Ben voyons donc, toi. Ben oui. Nike, c'est combien? Nike, c'est 52 milliards. Kirkland est plus gros que Nike. Kirkland est plus gros que Coke. Ben voyons. Puis la plupart de ces produits-là, c'est pas eux autres qui les font. Fait que dans le fond, c'est comme juste un distributeur. Vous voyez avec un le brand, potentiel de Costco. Mais là, l'histoire. L'histoire, c'est que la marque Kirkland, tranquillement, pas vite, année après année, ça, c'est comment dire? Ça, c'est l'information cachée de chez Costco. Eux autres, ils veulent sortir des produits constamment. Des nouveaux produits Kirkland. Des nouveaux, tout le temps. Là. Dans bouffe, dans ci, dans ça. Donc, ce brand-là, qui est... Tu dis, c'est une marque maison. Non, c'est pas une marque maison. C'est plus gros que Nike. Oui. Nike, c'est une marque maison. Ouais, ben ouais. Ouais, C'est un brand, mais c'est un brand pas pire comme C'est ça. un brand pas pire. Kirkland, on s'en reparle dans 10 ans. Attends un peu, on s'en parle dans 20 ans. C'est inimaginable le potentiel de Kirkland parce que c'est une des marques où le monde ils font le plus confiance. Ah, moi, regarde, un produit, C'est un un produit joyau. égal, je prends toujours Kirkland. Je sais pas pourquoi, c'est comme un automatisme. Voilà. Et un jour, puis ça, c'est le rêve de beaucoup de monde, là, des bons qui sont là, il va y avoir un magasin Kirkland. Oh. Il va avoir tellement de marques, il va avoir tellement de produits qu'il va dire il y a le Costco qui est là, mais les autres, ils n'ont pas tout le Kirkland. Va chez Kirkland. Ouais. Mais je pense, Jerry, l'attrait de la marque, tu sais, prends juste, mettons, dans le générique, tu sais, comme, mettons, les Tylenol génériques. Là. Oui. Je pense que ça, à travers les années, le monde, ils se font plus avoir, dans le sens qu'ils savent c'est pas mal la même affaire. Là. Je pense plus que... Tu sais, avant, peut-être Au début, il y avait de une la mauvaise misère à le presse un passer. peu, puis Ouais, ça, Ouais, c'est ça. dans les marques sans nom, on est capable de voir le cheap du bon. Ouais, exact. Tu sais, avant, il y avait je pense beaucoup maintenant de- la proportion. Écoute, dans les pharmacies, ça doit être incroyable, la proportion qu'ils vendent en générique des médicaments oui. de base. Là. Je Ben pense oui. que ça doit être la majorité, à mon avis. Mais c'est sûr, c'est sûr. Thank you, man. Pour, Yes, sir. merci pour le Donc, c'est une petite participant. réflexion. hein. Kirkland. Ouais. Ben moi, c'est le, Non, mais ce que je veux c'est dire, le c'est nombre que... d'entrepôts qu'il y a à bâtir dans le monde qui est intéressant. Ah ben voilà. Non, il y a un potentiel, c'est inimaginable. Puis ça, l'affaire, c'est que moi, je parle aux jeunes, là, aux jeunes qui nous écoutent, qui se bâtissent un petit portefeuille, telle affaire. Je dis, non, moi, j'ai 23 ans. Là. Moi, je veux du Costco dans mon portefeuille. C'est combien qu'on demande de payants? Peux-tu c'est 50 quelques millions? Il faudrait que je trouve ça. Moi, Non, Parce que c'est juste bon. le cash flow de Juste membership. le café, j'ai membership. Non, C'est Non, mais ça, c'est une puis- banque, puis là. le côté sectaire,
c'est quelque chose que tu dois prendre en ligne de compte dans ta réflexion. Il y a un côté sectaire. Tu sais l'histoire des lingots d'or, là? Lingots d'or, c'est... Ils en ont vendu à tonnes. Tu sais que si tu payes, parce que si tu as la carte premium Costco, tu as 3% de cashback. Oui, exact. c'est Puis ça. si tu payes en plus avec ta carte de crédit que tu as un cashback, ben le lingot d'or, c'est un des plus petits spreads de l'industrie, c'est Costco. C'est meilleur qu'un Kitco et tous Oui, les gros... Ils sont incroyables. Ah ouais, les Gold 2 ont acheté pas mal de stock. Oh, Oui, ils ont tous Mais c'est bien. limite de deux par mois, je pense. Joe Hamel, qui était l'invité dans le boursicotage, Yes. inclut Jerry. Puis on va boursicoter un peu plus la semaine prochaine, même Ben en oui, version ben Prime. oui. Max est avec nous autres. Maxime Bernier est avec nous autres pour le dernier bout sur le live et sur le Prime également dans les prochaines minutes. Le stock taponne. What's this machine do? Your attention, please. Thank you. Pirate. Radiopirate.com. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radiopirate.com. Get pirate or get out. Eh bien, on est avec Maxime Bernier du Parti populaire du Canada. Donc, Max, bienvenue. Merci de prendre du temps pour... T'as l'air d'un gars en été. Oui, effectivement, c'est une belle journée aujourd'hui. Mais 25 degrés. Mais ça. Es-tu en shape encore? Es-tu full jogging comme avant, comme Oui. aussi crinqué qu'avant? Peut-être un peu moins fou, là, mais... Ouais. Mais c'est je quoi tes rides en ce moment? Tu fais quoi? Tu fais du 10? Oui, 10-15 km. Je m'entraîne pour le marathon de Montréal au mois de OK. septembre. Mon but, c'est de faire le marathon en 3h35 à peu près. C'est Donc, bon, quand même. mon meilleur temps de marathon, c'est 3h10. Fait que, En vieillissant. Bon, oui, mais 3h35, je vais être bien content. Les genoux tough encore? Oui, mais il faut avoir des bons espadrilles. Moi, Ouais. c'est ce que j'ai. À tous les 6 mois, je change, puis j'ai aucun problème. Oui, c'est ça. Parce que les genoux se font barouetter. En vieillissant, des fois, on fait un peu d'arthrose à faire là. Donc, ça. Puis il faut faire nos étirements. Il Ouais. faut faire nos étirements. Avant ça, je me levais le matin, je mettais mes running shoes, partais, puis je courais. Mais aujourd'hui, des exercices d'étirement, un petit 15 minutes, puis là, après ça, du sport. Comment ça se passe avec le côté politique, avec le parti, je dirais avec le genre de... Parce que tu es un peu victime de l'impopularité de Trudeau et le gars est tellement... Le Parti libéral au pouvoir est tellement détesté que l'option Poilievre est comme... C'est encore une fois comme beaucoup d'élections, là, on vote pour sortir quelqu'un. Donc, toi, tu es pogné en deux là-dedans, là, parce que tu as une crowd qui est très conservatrice, plus conservatrice que les conservateurs, qui a peut-être des intentions de voter pour toi et les candidats du parti. Mais là, ils ont un goût surtout de sortir Trudeau. Donc, comment tu deals avec ça? Oui, ça, c'est vrai aujourd'hui et c'était vrai à la dernière élection générale aussi. Qu'est-ce Mais qui tu le se passe? sens, c'est plus encore là. Hein? Il y a Oui, plus je de... le sens. Il y a des gens que je rencontre, surtout dans l'Ouest canadien. Maxime, on t'aime bien gros, on aime bien tes idées, mais on veut se débarrasser de Trudeau. Là-dessus, pour moi, actuellement, je pense qu'il y a une opportunité pour le Parti populaire parce que Poilievre, par défaut, va être premier ministre du Canada. On regarde les sondages, là, on le voit. Comme tu viens de dire, Jeff, il est populaire, mais pas très populaire. C'est surtout Trudeau qui est impopulaire. Exact. Et donc, c'est... Mais il y a des bons slogans, sauf qu'on le connaît, je le dis souvent, on le connaît pas encore vraiment. À date, il utilise l'impopularité de Trudeau et il utilise beaucoup de slogans répétés. Oui. Et ça fonctionne. Mais on ne le connaît pas encore vraiment. Et tu as raison, il utilise la recette que lui a dictée Stephen Harper, qui le dit régulièrement dans des podcasts, que lorsqu'on dit « Oui, mais Poilievre devrait prendre position sur ci, sur ça, sur autre sujet », et Harper répond « Non, il n'y a pas affaire à prendre position sur différents sujets, parce qu'après ça, il va se faire attaquer. Il doit vaguer et critiquer Trudeau. » Et c'est ce qu'il fait. Les gens sont tellement tannés de Trudeau qu'il n'y a seulement qu'à faire ça, puis pas faire d'erreur et pas prendre position sur des sujets qu'il trouve controversés, et il va se rendre au pouvoir assez facilement. Et donc, pour nous, au Parti populaire, ce que je dis aux gens, bien, si 2 semaines avant l'élection, on regarde dans les sondages et Poilievre est très populaire et on prédit une victoire majoritaire de Poilievre, bien, qu'est-ce que je vais dire aux supporters conservateurs
qui regardent le Parti populaire avec un clin d'œil et qui aimeraient bien voter pour nous, mais veulent certainement se débarrasser de Trudeau, bien, je vais leur dire, c'est gagnant-gagnant. Regardez les sondages, là. Vous voyez que Poilievre va être élu et donc voter pour le Parti populaire. On va s'assurer que Poilievre soit dans le droit chemin. On va s'assurer que Poilievre demeure conservateur. On va s'assurer que Poilievre soit honnête. On va approuver Poilievre ses politiques qui sont conservateurs et lorsqu'il déposera des projets de loi qui sont pas en ligne avec nos idées, mais on va voter contre. Donc, c'est gagnant-gagnant. Le danger des conservateurs, c'est toujours d'aller au centre. Donc, si, mettons, il y a 4-5 élus du Parti populaire du Canada, un peu comme QS fait à Québec, vous allez les tirer vers la droite. Oui. C'est un peu ça la stratégie. Tirer vers la droite et l'opinion publique aussi vers la droite. Oui, mais en même temps, tout de suite. Oui, effectivement. Et pour lui, pour Poilievre, bien, il veut rester dans le centre droit pour essayer de plaire à tout le monde. Et moi, j'ai été avec Harper. On a eu un gouvernement minoritaire en 2006, un gouvernement minoritaire en 2008 et enfin un gouvernement conservateur majoritaire en 2011. Et là, je me suis dit, bien, on va avoir un vrai gouvernement conservateur, on va faire des vraies réformes, déréglementer, privatiser, etc. Un petit gouvernement... On n'a pas pris l'opportunité pour le faire. Ben non, Harper, dans sa majorité, regardait les sondages dès qu'il a été élu majoritaire pour être élu une autre fois majoritaire. Et donc, il faisait des compromis. Durant cet épisode-là, 2011 majoritaire, ça n'a pas marché non plus. Stephen Harper a créé le plus grand déficit de l'histoire du Canada à l'époque. Et un gouvernement conservateur. Si on regarde les 30 dernières années, là, le gouvernement qui a été plus conservateur au Canada, c'est le gouvernement de Jean Chrétien. Oui. C'est les libéraux de Jean Chrétien. Avec Martin comme chef. Avec Martin, qui ont éliminé le déficit, ils ont dégraissé l'État. Ça a été un gouvernement fiscalement responsable, mais Harper a été un bon gestionnaire d'un gros gouvernement interventionniste et dépensier. Et donc, ce que je dis aux gens, c'est que ça va être la même chose avec Poilievre. Poilievre, Harper souffle à l'oreille de Poilievre. Poilievre écoute très bien Harper. C'est pour ça qu'il ne se positionne pas. C'est pour ça qu'il parle en slogan. C'est toujours des slogans qui sont testés d'ailleurs, là. Faut bien le dire, moi, lorsque j'ai quitté le Parti conservateur en 2018, à peu près 13 mois après la course au leadership, j'avais fait une série de tweets, 6 tweets sur Trudeau disait que la diversité était notre force. Moi, je dis non, c'est plutôt ce qui nous unit, etc. Ça a fait les manchettes du Canada, partout dans le Canada. Et à l'époque, j'étais encore conservateur. Et j'ai eu un appel d'Andrew Scheer, qui était le chef. Et il m'a dit, Maxime, tu ne peux pas parler comme ça. Si tu veux faire des tweets, parler contre la diversité ou pour l'unité, et tu devrais parler à nos gens ici au bureau du chef de l'opposition, à son bureau, à Andrew Scheer à l'époque. Ça, je déteste. Ça, c'est ce que je déteste le plus de la politique. Mais c'est pas tout. Il me dit, on fait des focus groups, puis on teste les mots. Ce mot-là, Maxime, tu ne peux pas l'utiliser. Donc, on n'est plus rendu en politique seulement dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. On est rendu... Les politiciens disent aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais aussi utilisent les bons mots. Par exemple, common sense. Poilievre, c'est sur à toutes ses phrases, c'est le gros bon sens, le gros bon sens, common sense. Mais moi, quand on a fondé le Parti populaire, c'est ce que je disais, on a des politiques de gros bon sens, blablabla. Et il m'a volé ce slogan-là, si je peux m'exprimer ici, j'en parle plus du gros bon sens. Parce que pourquoi Poilievre parle du gros bon sens? Parce qu'ils ont testé ce mot-là. Si vous êtes pour l'immigration de masse puis les frontières ouvertes, bien, si Pierre Poilievre dit « Moi, j'ai une politique de gros bon sens en immigration », ah, OK, moi, je suis pour l'immigration de masse, c'est mon gros bon sens. Mais si vous êtes pour abolir l'immigration de masse, avoir moins d'immigrants, Poilievre dit « J'ai une politique de gros bon sens. » Ça veut dire les deux. J'ai une politique de gros bon sens en immigration. Quel est le gros bon sens de Joe Blow et le gros bon sens de Mme Tartampion? Chacun a leur gros bon sens. Et donc, en disant une politique de gros bon sens, très large, ça couvre tout le monde, il n'y a aucun risque. Et c'est pour ça qu'il ne fait pas d'entrevue trop souvent, parce que là, il va falloir qu'il sorte de ses slogans. Puis, c'est dangereux sortir de ses slogans. Mais est-ce que Maxime Bernier et les gens du parti, est-ce que... Je comprends que, l'adversaire idéologique, c'est le Parti conservateur que tu as quitté la suite de ce qui s'est passé.
Mais est-ce que avant tout, tu es d'accord qu'il faut sortir Trudeau et qu'on doit passer par, même si c'est imparfait à tes yeux, qu'on doit passer par un parti centralisateur, pas centralisateur, plus centriste, conservateur, mais c'est le prix à payer pour plus voir Trudeau. Est-ce que ce point-là, tu le reconnais qu'il faut sortir Trudeau absolument? Bien oui, moi, écoutez, j'aimerais bien ça me présenter moi-même contre Justin Trudeau dans son comté. Les gens me disent, Maxime, où tu vas te présenter? Je me suis présenté dans l'Ouest canadien, au Manitoba. Ça se peut que j'y retourne. Mais certaines personnes me disent, ben, t'es de Montréal, va-t'en à Papineau contre Trudeau. Mais comme tout le monde, oui, je veux que Trudeau disparaisse. Comme tout le monde, si Trudeau disparaît de la politique canadienne, je ne serai pas premier ministre demain matin. Et je vais répéter ce que Jordan Peterson a dit par rapport à Poilievre. Jordan Peterson a dit publiquement qu'il appuyait Pierre Poilievre. Jordan Peterson a dit publiquement que Poilievre va avoir un gouvernement majoritaire. C'est une prédiction, mais c'est une prédiction qui est réaliste. Pourquoi? Et assez facile. Oui. Et assez facile. Oui. Pourquoi? Parce qu'on est en stagflation, donc début de récession, inflation, dépenses du gouvernement incontrôlables. Et Trudeau, c'est une anomalie. Là. On va se le dire, dans son œuvre générale, c'est une anomalie, ça. Là. Ben oui, ben oui. C'est... Fait que mettons tout ça ensemble, là, lorsqu'il dit que Poilievre va gagner majoritaire, c'est assez facile à dire. Mais ce qui est intéressant, ce qu'il a dit, donc Poilievre gagne majoritaire, pour répondre à ta question, on se débarrasse de Trudeau. Mais il dit le gouvernement de Poilievre va être un désastre. Et ça, je suis d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que Poilievre n'aura pas le courage de faire les réformes qu'on doit faire. C'est ma crainte. Ouais. Moi, c'est ma crainte. Les pirates, on l'a entendu plus souvent. Là. Moi, je ne le connais pas assez pour dire ce qu'il va prendre d'un côté ou de l'autre. Mais c'est... D'abord, la liste de to-do est tellement longue. Mais ton point tantôt, c'est très, très bon. Parce que quand vous étiez majoritaire, justement, Harper était majoritaire, en face de lui, c'était pas les libéraux, c'était le NPD. Et les libéraux n'avaient mangé une sacrifice. Je pense qu'il y avait 30 députés à peine. Il était dans le fond du... il était parti, là. En face d'eux autres, c'était le NPD, là. Donc, la face, c'est qu'ils ont gouverné, justement, en donnant un peu de cadeaux pour pas que les libéraux reviennent. Vous voyez, il y avait une stratégie aussi. Il y avait une stratégie. En face de Poilievre, ça va être qui? Ça va être le NPD et les libéraux. Oui. Donc, ça va être des gauchistes. Ouais. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. C'est ça. Il va se faire critiquer par sa gauche. C'est pour ça que Poilievre ne veut pas que le Parti populaire soit au Parlement. Parce que nous, premièrement, on va avoir plus de visibilité, mais on va parler comme des vrais conservateurs avec des vraies idées. Là. Puis on l'a vu, excuse-moi, Jay, mais on le voit ici à Québec, là, avec le Parti conservateur du Québec. Quand tu n'as personne d'élu au Parlement, tu sais, notre système de Parlement, faut l'accepter, il fonctionne comme ça. Là. Mais quand il n'y a personne de ton parti qui est au Parlement, c'est dur d'avoir la visibilité. C'est très difficile quand il n'y a personne au Parlement. Oui, puis moi, j'en suis conscient. La dernière élection, en 2019, lorsqu'on a créé le parti, j'ai pu participer au débat des chefs. En 2021, la dernière élection, ils ont créé une nouvelle règle. Ils ont dit pour Bernier et le Parti populaire, ça prend 4 % du vote. On avait eu 1,6. À la dernière élection, on a eu 5. Donc, si on regarde la règle, je vais participer au débat, au prochain débat. Et ça va nous donner de la visibilité parce que les médias nationaux vont devoir parler du Parti populaire au moins 1 ou 2 journées avant le débat, durant le débat et après. Et ça va nous aider à croître, effectivement. Qu'est-ce que... D'abord, on va refaire un peu de... On va se rappeler un peu ce qui s'est passé. Tu as passé un cheveu d'être le chef du Parti conservateur. Oui. Tu as été sorti par des bloquistes fermiers qui ne voulaient pas la gestion de l'offre. Okay? C'est ça qui est arrivé. Mais tu as passé un cheveu. Puis, on ne se connaît pas personnellement, mais je te suis assez pour voir que tu n'es pas le genre à traîner ça pendant des années de temps. Mais des fois, tu te le dis-tu que ça pourrait être toi, Poilievre? Non. Non, pourquoi? Je vais répondre à la question. Pourquoi? Vas-y. Lorsque j'ai fait la course au leadership du Parti conservateur du Canada, en 2017-2018, j'ai commencé la course, j'étais un des derniers, il y avait à peu près 13 candidats à l'époque. Et on a terminé la course, les premiers, et tous les sondages disaient à 85 % que je devais être le prochain chef du Parti conservateur du Canada. Tout le monde le disait 3 semaines, 1 mois avant la course au leadership, avant le vote, pardon. Et ça allait bien. Pourquoi ça allait bien? Pourquoi j'ai réussi à être le dernier, à être le premier dans la course? Juste à cause de nos idées. On prônait des vraies idées, qui sont maintenant les idées du Parti populaire, des vraies idées, des vraies réformes.
et on avait l'appui des membres conservateurs. Ce qui est arrivé le soir du vote, j'étais là, à Toronto, avec Catherine à côté de moi, et là, bien, première ronde, deuxième ronde, toujours en avance, troisième ronde, et je pense que la dernière, c'était la 12e. On annonce le gagnant. Et comment ils ont annoncé ça? S'il y a des vidéos, vous pouvez vérifier ça. Nous avons détruit les bulletins de vote. Nous avons un gagnant. 51 Andrew Scheer. Tout ça est en anglais. 49 Maxime Bernier. Quelle est ma réaction? Réaction humaine, émotion à l'époque. Oui. Tu ne devineras jamais. L'émotion que j'avais à l'époque, assis à côté de Catherine, lui prenant la main, c'était une réaction de soulagement. À ce point-là. Je viens de perdre la course au leadership du Parti conservateur du Canada. Parce qu'il il y a eu des histoires pendant la journée, pendant la semaine. Soulagement. Pourquoi soulagement? Je perds à 49 du vote. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait 99 députés conservateurs. J'avais l'appui de 4 députés conservateurs, dont moi-même. J'avais l'appui de 3 députés. Pourquoi? Je parlais contre la gestion de l'offre. Je ne serai pas réélu. J'ai des fermiers dans mon comté. Je parlais contre les subventions aux entreprises. Je ne peux pas t'appuyer, Maxime. J'ai GM dans mon comté, etc. Donc, je savais que gagner à 49 j'allais devoir faire des compromis pour garder le caucus de mon côté. Je suis bien beau avoir gagné à 51, pardon. J'ai bien beau avoir les membres du parti de mon côté, mais si tu as le caucus contre toi, puis on connaît l'histoire des conservateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait à Stockwell Day, etc. Donc, le caucus aurait fallu que je fasse des compromis avec mes idées pour rester chef de ce parti-là, puis plaire à mon caucus. Et je ne suis pas un gars qui va faire des compromis sur ses idées. Donc, j'avais un sentiment de soulagement parce que gagner, il aurait fallu que je gagne à 55, 56, 57 pour imposer mes idées au caucus, même si les membres du parti étaient d'accord avec ça. Mais le lendemain, la question est le lendemain. Comment je me sens le lendemain? Première page du Global Mail, un titre. 240 membres du Parti conservateur. Mais il y a eu 250 000 votes. C'est juste les membres du Parti conservateur qui devaient voter. 240 000 membres, 250 000 votes. La veille, ils disent qu'ils ont détruit les bulletins de vote. Et là, il y a eu de la magouille. Ils ont créé des bulletins de vote parce que je n'étais pas le candidat de l'establishment, je n'étais pas le candidat de Stephen Harper. Et donc, j'ai perdu. Ils ont triché. Et là j'étais pas trop de bonne humeur. D'ailleurs, ça m'a pris 3 jours, si vous regardez l'histoire, avant d'appuyer mon chef. Parce que j'ai écrit une lettre au Parti conservateur avec toutes les irrégularités avec mes avocats pour avoir des questions là-dessus. Et après 3 jours, on m'a dit au parti, on ne répondra jamais à ta lettre, Maxime. Et là, tu as 2 choix, tu appuies notre chef, etc., tout ça. Et j'ai décidé 3 jours après, un mercredi soir à 6 heures, de faire un tweet que j'étais derrière Andrew Scheer. Et j'ai essayé de travailler avec lui pendant 15 mois. C'est une catastrophe, Andrew Scheer. Ben oui, j'ai essayé de travailler avec lui pendant 15 mois. Et à un moment donné, j'ai eu une rencontre avec lui 15 mois plus tard. J'ai dit, Andrew, on est en 2018, on s'en va en élection en 2019. Andrew, je vais rester avec toi, mais j'avais plusieurs idées dans ma course au leadership. Elles étaient très populaires avec les membres du parti. Quelle idée que tu vas choisir pour mettre dans la plateforme électorale du Parti conservateur pour l'élection de 2019? Aucune. Ouais. Et là, j'ai dit, pourquoi? J'ai dit, Maxime, tes idées étaient populaires avec les membres du Parti conservateur, mais tes idées ne sont pas populaires avec la population générale. Et moi, je vais être premier ministre du Canada, donc je ne prendrai aucune de tes idées. Et c'est pour ça que j'ai démissionné. J'ai dit, ce parti est moralement et intellectuellement corrompu. Ils ne sont là que pour le pouvoir. Ouais. Et Poilievre, c'est un politicien de carrière. Il n'a jamais eu de job, Jeff. Il n'a jamais eu de job et il n'a jamais eu de boss. Il s'est fait élire à 25 ans et depuis ce temps-là, il est au Parlement. Il connaît tous les trucs et son but, c'est de rester au pouvoir et premièrement, d'avoir le pouvoir et de rester au pouvoir. Et donc, c'est pour ça qu'il parle en slogan et c'est pour ça que... Donc, tu n'as jamais eu dans ta réflexion, OK, comment je peux... parce que, bon, tu as été un bon ministre, tu es un bon politicien, tu as de l'attraction, la raison pourquoi tu étais capable de partir de ton propre parti, mais tu avances en âge,
tu veux réaliser des choses ou peut-être manquer de temps pour tout réaliser ce que tu veux via ton parti. Je regarde aux États-Unis. Oui, t'es correct. J'ai T'es juste encore à 20 ans. 61. T'es encore à 25 ans. Mais est-ce que tu as été... Parce que moi, je l'ai soulevé à un moment donné parce que je l'ai entendu de gens qui t'aiment, mais qui ont la même réflexion que je t'ai partagée tantôt, que tu as entendu toi-même. Faut sortir absolument Trudeau. Mais on aimerait ça. Est-ce que Max peut revenir comme genre de ministre senior à côté de Poilievre? Je connais la réponse, mais je veux te la poser pareil. Non. Je sais. Mais ça t'a pas passé par la tête pas du tout, le tout. Non, absolument pas. Absolument pas. Les gens me demandent aussi, Maxime, as-tu des contacts avec tes ex-collègues conservateurs? Zéro. Non, zéro. Mais surtout au Québec, on a les conservateurs québécois qui sont élus, c'est pas des forts, là. Mais le mot conservateur ne s'applique pas pour non, eux. Non, c'est des libéraux. C'est des libéraux un peu plus bleus. Oui. Non, pour moi, je pense que le Parti populaire, là, si on regarde les faits, on a eu 1,6 % du vote à notre première élection en 2019. Ça a pris 16 ans au Parti vert du Canada pour avoir plus d'1 % du vote. On a eu 1,6 à notre première élection. Ça a pris 22 ans au Parti vert du Canada pour avoir son premier député élu. Ça ne prendra pas 22 ans pour nous, là. Et on croit, et la dernière élection, bien, le Parti vert a eu 2 % du vote. C'est sûr qu'ils ont eu 2 députés d'élus. Leur vote est très concentré, mais ils ont eu 2 %. Nous, on a eu 5 % du vote. Ce que je dis à mes gens, la prochaine élection, on peut avoir en moyenne 5 %, ça, c'est en moyenne. En Alberta, par exemple, dans la province d'Alberta, on a eu 10 % du vote. Très bon. En moyenne, au Canada, c'est 5. Et on n'est pas prophète dans son pays. Au Québec, je pense qu'on a eu 3,5 % du vote lorsqu'on avait eu 5 % général. Mais pour le Québec, c'est quasiment bon. Oh, Québec est un cas à part. Ben, pour le Québec, c'est un peu plus difficile, oui. mais là, je pense qu'on a un peu plus de traction. Mais on va voir la prochaine campagne. Mais ce que je dis à mes candidats, là, on a de 1,6 à 5, on a presque triplé notre pourcentage de vote qu'on a eu en 2019. Tu n'as pas peur de baisser un peu, justement, parce qu'à cause de l'effet Poilievre, on a encore tellement hâte de voir Trudeau sortir que ça se peut que tu te ramasses à 3,5, 4? Non, je pense pas. Je pense pas parce que les sondages vont donner Poilievre gagnant. Donc, si les sondages, ça va dédouaner un conservateur qui veut vraiment là, voter pour avoir du changement, dire OK, là, Bernier, j'ai rien à perdre, Trudeau s'en va, puis Bernier, lui, il va faire ce qu'il dit, puis il va pousser Poilievre à faire ce qu'il dit. Puis même si on n'a pas de siège, puis on a 10 % du vote, les médias vont devoir... On va être capable de faire progresser l'opinion publique et faire avancer l'opinion publique vers la droite. Et je pense que une fois que c'est fait, bien, le débat va être plus facile. J'espère qu'on va avoir un siège au Parlement, mais le débat va être plus facile parce que là, Poilievre va devoir répondre à quelques-unes de nos questions. Mm-hmm. Ben justement, je suis sur le site du Parti conservateur du Canada. Il n'y a pas de... Je comprends qu'une plateforme électorale, c'est pendant les élections. On s'entend-tu là? Mais en ce moment, moi, j'ai aucun renseignement sur des points précis qui veulent changer. Il n'y en a pas, là. Non. Sur le site, il n'y en a pas. Mais tu n'en auras pas. C'est ce qu'Harper dit à Poilievre. La première des choses, c'est qu'il n'y a pas de plateforme électorale. La plateforme électorale de Pierre Poilievre est inexistante. Elle va exister quelques semaines avant l'élection. Pourquoi? Parce que Poilievre n'est pas un leader, est une personne qui suit l'opinion publique et il ne sait pas qu'est-ce que l'opinion publique va penser dans un an, donc il ne se positionne pas. Et donc, il ne sait pas, lui, à quoi il va croire dans un an. Mais d'après toi, qu'est-ce qui... Dis-moi au moins un point qui était sûr qu'il va faire, puis un point que tu es sûr qu'il ne fera pas. Ben, un point... Un point il va être élu, là, puis dans les 6 premiers mois, il va faire ce point-là. Exemple, mettons... dégraisser un peu la fonction publique. Je vois une patente. Non, c'est facile. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, la taxe sur le carbone. Je suis pas mal certain là, qu'il va l'abolir. Bon. Mais ce qu'il ne fera pas, il ne se retirera pas de l'accord de Paris. Et donc, ils vont imposer plus de réglementation, peut-être une autre taxe et aux entreprises pour justement essayer d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Mais toute cette hystérie climatique n'existe pas. C'est de la folie et il faut se retirer de l'accord de Paris. Ça, il ne le fera pas. OK, ça, il ne le fera pas. Ouais. Le point qui... OK, c'est ça. Tu as répondu aux deux questions en même temps. Mais est-ce que on s'entend que oui, si mettons tu as 5, 7, 8, 9, 10 %.
oui, tu as un impact, mais c'est sûr que c'est toujours mieux quand il y a quelqu'un qui s'amuse avec la gang qui ont du fun à chaque jour à TV. Est-ce que tu aimerais ça être élu? Puis si tu veux être élu, tu as parlé tantôt du Manitoba où tu t'es présenté la dernière fois. Est-ce que c'est dans l'Ouest que tu as des chances? Tu sais, veux pas, on veut que... Tu sais, moi, à chaque fois que je parle de politique avec quelqu'un, j'en parlais avec Joe Hamel tantôt, il disait, ce serait le fun qu'on ait 3-4 parce que, c'est comme tu disais, c'est que tu vas être le chien de garde des conservateurs. Absolument. C'est toujours plus facile si tu es élu. Est-ce que tu penses que tu es capable d'aller chercher au moins un siège? J'espère que oui. Effectivement, on va travailler pour ça et c'est pour ça que présentement, je ne sais pas encore dans quel comté je vais me présenter. Le Manitoba est un comté. Certains me disent que je devrais retourner au Québec. On va regarder en temps et lieu. Québec, c'est pas une bonne idée. Moi, personnellement, je comprends le fait que c'est chez toi. Tu connais la place. T'es plus en Beauce. T'es plus installé à Montréal, je pense. Oui, là, je suis à Montréal. T'es plus à Montréal. L'île des Sœurs. Oui. OK. Donc, peut-être, mais moi, je pense que l'Ouest, c'est naturel. Mais c'est 800 000 voix que vous avez eu à la dernière élection? 840 000. 840 000 voix. Mais c'est dans quel comté ou quelle région est-ce que vous étiez le plus fort? 22 22 Dans quelle région, ça? Manitoba. Manitoba, OK. Portage-Lisgar. Portage, OK. Et 22 Et moi, quand je me suis présenté à l'élection partielle, c'est dans ce comté-là, j'ai eu 17 Pourquoi j'ai eu 17 moins que mon candidat à l'élection générale? C'est un peu décevant, mais il y a beaucoup de communautés religieuses qui sont un peu à part de la population. Là. Je comprends. Et eux ont voté pour mon candidat à la dernière campagne. Mais normalement, ils ne votent pas aux élections fédérales. Et ils ont fait une exception. Et à l'élection partielle, j'en ai rencontré plusieurs. Puis on dit, Maxime, on aime bien ce que tu fais, mais on va retourner à ce qu'on a toujours fait. On ne se mêle pas de politique fédérale et nos gens ne votent pas. Okay. Donc, on n'a pas eu l'appui autant qu'on aurait dû avoir. Mais aussi le fait que j'étais du Québec et les gens n'étaient pas certains si c'était sérieux, qu'est-ce qui se passait. Et là, on avait une organisation, mais là, on a bâti une organisation encore plus forte. Fait que les gens me disent au Manitoba, Maxime, pense-y pas deux fois, là, reviens ici, là, on va partir de ce que tu as créé. Il y a une bonne base. Il y a une bonne base. On va regarder, là, il n'y a pas de décision de prise encore. Ouais. Donc là, tout est à faire, tout est à penser. Donc, vous êtes sûr que tout le monde, l'organisation, le parti, tout le monde est sûr que c'est facilement 1 an. Le NPD ne flanchera pas. Ils vont continuer d'appuyer Trudeau. Donc, c'est vraiment probablement le printemps prochain, à peu près? Ou, Octobre 2025. Il y a le temps de se passer bien des affaires en 1 an et demi. Ben oui. Et on a le temps d'être en récession. Et plus le temps passe, plus ça aide l'opposition, plus ça aide Poilievre. Mais les libéraux doivent penser l'inverse, eux autres. Ils sont tellement mal en point en ce moment que peut-être que s'ils sont capables d'acheter du temps, ils vont se remettre à remonter, non? Oui, c'est ce qu'ils pensent, effectivement. Moi, je pense que c'est le contraire. Et pourquoi que le NPD va continuer à supporter les libéraux? Bien, parce que dans les sondages, présentement, les libéraux et le NPD, s'il y a une élection demain matin, ils vont avoir moins de députés à la Chambre des communes. Donc, ce n'est pas l'avantage de ni un ni l'autre d'aller en élection rapidement. Trudeau, il sait, il voit les sondages. Poilievre est quoi? 10, 12 points d'avance? C'est énorme. Certains spécialistes regardent ça et disent Poilievre risque d'avoir une des plus grandes majorités au Canada, dans l'histoire du Canada, si ça continue comme ça. Ouais. La plus grosse majorité, ça a été Brian Mulroney en 1988 sur le libre-échange. Mais effectivement, donc Trudeau et le NPD n'ont pas... Ils ne gagneront pas une élection demain matin. Donc, pour eux, c'est tout à leur avantage de rester là le plus longtemps. Et espérer, comme tu viens de dire, Jeff, que les choses s'améliorent. Exact. Hey, ben voilà pour Max Bernier, le chef du Parti populaire du Canada. En fait, c'est pas vrai. On a plus de Max. On a encore une autre demi-heure même dépassée, quasiment 40 minutes de plus avec Maxime Bernier sur la version Prime. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. Jerry, on lance le week-end demain. Oh que oui! Demain, c'est jeudi. Yes, sir! Radio Pirate. Radiopirate.com